Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce Café des Sciences. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant qui est la fièvre Q. Et on a un expert pour ça, donc Loïc Epelboin, infectiologue, chercheur en épidémiologie des maladies infectieuses et tropicales. Donc, il va vous parler d'un sujet très intéressant pendant à peu près 1 heure. Et après, n'hésitez pas, il y aura un temps de questions. Merci Alizé, merci aux organisateurs du Café des Sciences et merci à tous d'être là aujourd'hui en plein mois d'août. Je suppose que si vous êtes là, c'est à défaut d'autres cieux plus cléments. Bon, l'idée aujourd'hui, c'est que j'ai fait un titre un peu, pas là, mais sur le flyer, au moment où ils m'ont contacté, ils m'ont dit qu'est-ce que tu fais comme titre. Et j'ai fait un titre un petit peu provocateur. Réservoir animal de la fièvre Q en Guyane, et si le professeur Raoult s'était trompé, alors vous demandez tous, mais c'est quoi le rapport entre le mec qui a parlé du Covid, l'hydroxychloroquine et nos animaux de Guyane et la fièvre Q? C'est ça dont je vais vous parler un petit peu aujourd'hui, mais pas que. On va pas faire parler que lui. Donc voilà, alors c'est juste pour commencer, je vais vous faire un truc un peu général pour introduire la fièvre Q. Au départ, je pensais vraiment juste parler du réservoir animal, et puis j'ai vu sur les pubs qu'on fait le Café des Sciences où on vous a dit la fièvre Q n'aura plus de secret pour vous. J'avais pas prévu de faire ça, mais donc j'ai rajouté quelques diapositives dans ce sens-là. Mais l'étude que je vais vous présenter juste après, voilà, c'est un truc collaboratif avec d'autres instituts de recherche en Guyane. Alors moi, je suis au centre hospitalier de Cayenne, mais il y a aussi une grosse collaboration avec l'Institut Pasteur, la collection Jaguar de Benoît Toisy, l'association Quata, l'ANSES, donc c'est de la recherche dans le sud de la France sur les animaux, l'Université de Guyane, et puis une étude qui a été financée par l'Europe et la CTG. Voilà, donc, oui, je dois vous présenter mes excuses. En fait, comme j'ai fait plusieurs fois ce topo, un coup je l'ai fait en français, un coup je l'ai fait en anglais, et là je me suis aperçu que la dernière version, celle qui était la plus à jour, il y avait beaucoup d'anglais, mais la plupart des choses, je vais vous les traduire en français, sachant qu'en théorie, c'est de l'anglais scientifique et médical, donc normalement, il n'y a pas des grosses surprises, il n'y a pas trop de faux amis. Donc, on va parler aujourd'hui d'une maladie, et surtout d'une bactérie, donc d'une maladie qui est due à cette bactérie. Fièvre Q, donc ça veut dire ça vient de l'anglais Q fever, qui vient de Quarry fever, la fièvre mystérieuse, parce que vous voyez la petite carte de l'Australie en haut à gauche. Dans les années 30, il y a eu une épidémie de fièvre chez des gens qui travaillaient dans un abattoir dans le Queensland en Australie, et que celui qui avait fait les explorations à l'époque comprenait pas exactement. Il a dit elle est quand même bien mystérieuse, il y a encore des choses à découvrir sur cette fièvre, la Quarry fever, et donc c'est resté. De fil en aiguille, je ne vais pas vous faire toute l'histoire des découvertes sur cette maladie, mais aujourd'hui, elle s'appelle Coxiella burnetii. C'est donc une bactérie qui se trouve dans l'environnement, qui est extrêmement résistante, qui vit dans les poussières et qui peut être à l'origine de différentes maladies chez l'homme, et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Son cycle épidémique, donc je vous l'ai schématisé ici. Donc c'est une maladie qu'on appelle une zoonose. Avant on appelait ça anthropozoonose, mais maintenant on dit juste zoonose quand c'est une maladie qui se transmet des animaux à l'homme. Et il y a 36 000 zoonoses, dont certaines que vous connaissez. Vous en avez des caricaturales, par exemple la rage qui va être transmise par la morsure d'un chien ou d'une chauve-souris à l'homme, où vous allez avoir la leishmaniose, dont le réservoir va être certains animaux de la forêt qui, via un moustique, va piquer l'homme, etc. Et là, le réservoir, il est principalement chez les animaux d'élevage, les ruminants, surtout les petits ruminants en Europe et un peu partout dans le monde, et également les bovins. Donc il y a un cycle au niveau des bovins, et ces animaux-là, ils portent principalement la bactérie Coxiella burnetii au niveau de la matrice génitale, mais pas que. Et donc la transmission se fait principalement au printemps, au moment du vélage, au moment des mises bas. Et ceux qui sont contaminés par cette maladie, c'est ceux qui sont en rapport avec les animaux d'élevage. Donc principalement les agriculteurs, les vétérinaires. Tout à l'heure, je vous parlais d'une épidémie dans un abattoir. Les gens qui étaient en contact avec des carcasses d'ovins et de bovins, c'est comme ça qu'ils se contaminent. Il y a quelques contaminations également par des gens qui consomment du lait non pasteurisé, qui seraient infectés par Coxiella burnetii. La bactérie, au moment du vélage, elle est excrétée dans l'environnement, où elle est aérosolisée au moment de l'expulsion, et elle peut être inhalée par l'être humain, donc ça passe par le poumon, et c'est à ce moment-là que ça va donner les symptômes dont je vais vous parler juste après.
Le réservoir animal domestique, il est alimenté par un réservoir sauvage, et c'est pour ça qu'on peut avoir tout un tas d'animaux. Alors il y a plein de publications sur des loups de Slovénie, des écureuils, différents animaux qui sont positifs à cette maladie, et avec un cycle de transmission qui passe aussi par les tiques. Je ne vous parlerai pas de tiques aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, s'il existe des bactéries de la famille de la fièvre Q, c'est-à-dire des Coxiella, dans les tiques de Guyane et d'Amérique du Sud probablement, ce n'est pas Coxiella burnetii, c'est d'autres Coxiella, et qui ne donnent pas de maladie, mais au contraire qui sont des bactéries qui vivent en symbiose avec les tiques depuis des dizaines de milliers d'années. Mais en tout cas, il n'y a pas de transmission de cette maladie par les tiques en Guyane et probablement dans toute l'Amérique du Sud. Une petite anecdote. Dans les modes de contamination, il y a aussi un mode de contamination par le vent. Vous allez voir, vous avez compris dans l'introduction que j'avais parlé de l'équipe marseillaise. Pourquoi est-ce que je vous parle de l'équipe de l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille? C'est là où est le CNR, le Centre national de référence de la fièvre Q et d'autres bactéries associées qui s'appellent les rickettsia, qui est à Marseille, dont le professeur Raoult a été à la tête pendant plus de 20 ans. Et donc la plupart des publications françaises sur la fièvre Q sont issues de cette équipe-là, et ils représentent, je ne sais pas, 30 ou 40% des publications sur la fièvre Q dans le monde. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'il y a une vingtaine d'années, il y a eu une épidémie de fièvre Q ici du côté de Martigues, donc au sud de l'étang de Berre, dans un endroit où il n'y avait pas d'élevage. Et on s'est demandé comment les gens avaient pu être contaminés. Et en fait, l'hypothèse principale, c'était qu'à 30 km de là, dans la région de la Crau, il y avait beaucoup d'élevage. En fait, la bactérie elle était présente dans l'environnement des élevages, transportée par le vent, par le Mistral, qui était venu déposer et contaminer les gens un petit peu plus loin. Ça a d'ailleurs fait partie des hypothèses sur l'île de Cayenne, mais je vous en parlerai plus tard. Et pour finir, on sait que sur le mode de transmission, on sait qu'il y a régulièrement des petites épidémies en Europe actuellement, notamment chez des touristes qui vont l'été, exactement en ce moment, là, au mois d'août, septembre, visiter des fermes et des fermes écotouristiques un petit peu partout en France. Et de temps en temps, il va y avoir des fermes qui sont contaminées. Les gens se contaminent comme ça par inhalation. Donc on a des petits clusters chez des touristes. Voilà, je vais essayer de ne pas faire trop compliqué, mais donc, comme je vous le disais, la bactérie, on la respire. Il y a ce qu'on appelle une primo-infection, laquelle primo-infection, donc on attrape la maladie, elle se développe, mais elle n'est pas forcément symptomatique. Elle est asymptomatique dans 60% des cas, et dans 40% des cas, elle peut être symptomatique, et elle va donner ce qu'on appelle une fièvre Q aiguë. La fièvre Q aiguë, il peut y avoir surtout de la fièvre, principalement, parfois des symptômes pulmonaires avec ce qu'on appelle une pneumopathie ou une infection pulmonaire. Je vous ai mis un exemple ici, ça c'est une radio de thorax. Vous vous rappelez sur les radios, pour ceux qui ne sont pas dans le milieu médical, la droite est à gauche, la gauche est à droite. Ici, vous avez la colonne vertébrale. En noir, vous avez l'air qui passe ici avec la trachée. Ici, c'est normal, c'est le cœur. Et ce qui n'est pas normal, c'est ce que vous voyez ici. Là, ça devrait être tout noir comme ici. Et bien là, c'est tout blanc parce qu'il y a une infection pulmonaire. Donc, c'est ça que ça peut donner. Et donc, c'est ça qui va être problématique à la phase aiguë et qu'il va falloir traiter éventuellement, j'y reviendrai. À la phase chronique, et ça c'est surtout ça qui fait la gravité de la maladie, la bactérie peut rester dans le corps humain et venir se greffer principalement sur deux organes, soit sur les valves cardiaques. Ce que vous voyez ici, c'est une échographie cardiaque, et on voit une valve mitrale ici qui a une petite boule d'infection. Ou ici, ça va vous paraître bizarre, ça c'est le réseau... c'est le réseau artériel. Vous êtes ici sur l'aorte et ensuite sur les artères iliaques. Et ici, vous avez une grosse boule, ce qu'on appelle un anévrisme. C'est en fait la paroi de l'artère. C'est infecté, c'est distendu et a grossi. Puis ça peut, quand ça grossit trop, je vous laisse imaginer. Donc globalement, c'est ça dont on va parler quand on parle de fièvre Q. C'est la phase aiguë avec la fièvre Q aiguë qui donne de la fièvre et une infection pulmonaire. Et à la phase chronique, ça peut donner ces formes relativement rares, mais qui peuvent être très préoccupantes. Mais rassurez-vous, c'est quand même la plupart du temps bénin. Une des raisons pour lesquelles, vous allez voir tout à l'heure, c'est sous-diagnostiqué dans le monde, c'est qu'en fait, souvent, ça va finir par guérir tout seul, ça peut être long, même si les antibiotiques, quand on les donne ici, vont raccourcir la durée des symptômes. Et d'ailleurs, quand vous avez une fièvre Q aiguë, on vous donne les antibiotiques, et rapidement, en quelques heures à quelques jours, ça va mieux. Le risque, c'est vraiment le passage à la phase chronique, qu'on appelle aussi l'infection focalisée persistante, et les cas graves sont relativement rares, de la phase aiguë en tout cas. Le diagnostic, il se fait sur une prise de sang, mais je vais pas m'étaler. Ah, j'ai fait une erreur, ça c'est pas ici. Il se fait par une prise de sang. Vous avez déjà entendu avec le Covid la PCR, donc on va directement chercher de l'acide nucléique de la bactérie dans le sang, ça c'est encore un petit peu à l'étude.
Et puis surtout, on va faire une sérologie. Sérologie, vous savez probablement pour la plupart d'entre vous ce que c'est. On ne va pas chercher directement la maladie, mais on va chercher les anticorps que votre corps a développés pour lutter contre la maladie. L'exemple, par exemple, c'est quand vous voulez faire un test pour le VIH, vous n'allez pas chercher le VIH directement, mais vous recherchez des anticorps que votre corps aurait produits en réponse à la présence de ce virus. Ben là, c'est pareil. Et le traitement, il se fait à la phase aiguë par un antibiotique qui s'appelle la doxycycline. 2 à 3 semaines, vous savez tout. Puis là, on arrive sur des choses un petit peu plus délicates. Mais à la phase chronique, le traitement, il va être très très long. Je vais m'arrêter là parce que ce n'est pas du tout l'objectif, mais que vous sachiez un petit peu. Le traitement va être à base de doxycycline et recommandé depuis l'équipe du professeur Raoul depuis maintenant 20 ans, l'hydroxychloroquine. J'en dis juste un mot parce qu'on a fait avec une étudiante récemment une très grosse étude où on a repris toutes les publications, un peu en réaction à ce qu'on avait vu pendant le Covid et à toutes ces publications douteuses qui étaient issues de cette équipe. Et donc, on a repris toutes les publications autour de fièvre Q et hydroxychloroquine. C'est dans toutes les recommandations françaises. Personne n'avait jamais douté avant. On a tout repris. Et clairement, il n'y a pas une seule étude qui n'est pas bancale autour de l'usage de l'hydroxychloroquine dans le traitement de la fièvre Q. Ce n'est pas forcément que c'est truqué, mais en tout cas, il n'y en a aucune qui est vraiment solide, en particulier parce que c'est une maladie qui est très rare, mais souvent on a été un peu vite dans les conclusions, on va dire. Je vais revenir un peu sur le sujet. Enfin, je vais me centrer sur le sujet. La fièvre Q, elle est où ? Alors déjà, il y a une petite anecdote rigolote, c'est que dans tous les papiers, dans toute la littérature scientifique, il est écrit que la fièvre Q a été rapportée partout dans le monde, sauf en Nouvelle-Zélande. Tout le monde fait une fixette sur la Nouvelle-Zélande, probablement parce qu'il y a plein d'ovins et de bovins, et qu'on se dit, tiens, c'est bizarre, bon, il n'y en a pas. Sauf que cette assertion, elle est un peu bizarre, parce qu'il se trouve qu'avec notre équipe, on a fait des grosses recherches bibliographiques en remontant quasiment un siècle en arrière. Et si par exemple on prend cette étude qu'on avait publiée en 2016, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de pays qui n'ont jamais rapporté un seul cas de fièvre Q, ni chez l'homme, ni chez l'animal, aussi loin qu'on farfouille dans les recherches, les archives, etc. Donc c'est cette affirmation qu'il y en a partout, bah, oui sûrement, mais vous voyez, on n'en a jamais trouvé ni au Belize, ni au Chili, ni au Guyana, ni au Honduras. Peut-être faute de l'avoir cherché, mais voilà. En Afrique, je m'étais amusé à faire une cartographie de tout ce qui existait sur le sujet. Et vous voyez qu'il y a au moins la moitié des pays d'Afrique où on n'a jamais décrit un cas de fièvre Q humaine ou animale. Bref, en France, ça existe. Ce que je vous disais tout à l'heure, donc vous voyez, ça c'est des publications du Centre national de référence où on voit là entre 1995 et 2009 où ça augmente progressivement. Quand vous voyez Banon, Briançon, Chamonix, Cholet, c'est les petites épidémies dont je vous parlais tout à l'heure, généralement localisées autour d'une fièvre où il y a dû y avoir une excrétion d'un animal contaminant et des gens sont contaminés autour de ce cas. Parfois avec beaucoup de cas. Hein. Et puis vous voyez, il n'y a plus de données disponibles du CNR de la fièvre Q depuis au moins 7 ou 8 ans, mais on voit que le nombre de cas reste relativement stable sur les dernières années. En termes de localisation en France, un grand nombre d'entre vous avez déjà au moins visité une fois la métropole, donc ça peut vous intéresser. Globalement, il y a un gradient un peu nord-ouest-sud-est qui fait que vraiment les cas sont surtout concentrés dans le sud-est, dans la région PACA, mais ça dépend des années. Il y en a aussi un petit peu en Nouvelle-Aquitaine, mais en fait c'est plus précisément autour du Poitou. Dans la région de Bordeaux, il y en a très très peu. Mais vous voyez que c'est globalement plutôt dans le sud et en rapport avec des régions d'élevage. Et sinon, il y a un certain nombre de pays qui sont connus pour être des zones où il y en a régulièrement. Il y a régulièrement des publications en Suisse, dans le nord de l'Espagne. Israël, il y a énormément de fièvre Q. Et puis, si je vous ai montré la carte des Pays-Bas, c'est que les Pays-Bas ont connu entre 2007 et 2010 la plus grosse épidémie jamais décrite de fièvre Q, avec plus de 4000 cas en l'espace de 4 ans. Donc, ce qui a permis aussi de faire avancer un peu les connaissances. Et le réservoir, c'était les chèvres. En Guyane, vous allez voir, on est sur un tout autre paradigme. Et c'est ça que je vais vous développer un petit peu aujourd'hui. Mais on a vraiment des choses très particulières autour de la fièvre Q. Je vais y revenir, mais d'abord, on a l'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas pour 100 000 habitants rapportés à la population. On a l'incidence la plus élevée au monde. On a une répartition géographique très particulière. On a des formes cliniques, je ne l'ai pas mis ici, qui sont très particulières aussi, dont je vais vous parler. On a une souche unique et on a un réservoir environnemental et animal qui est clairement pas du tout évident. L'histoire de la fièvre Q en Guyane, ça remonte globalement aux années 90.
Pour ceux qui le savent, à chaque fois qu'on étudie une maladie infectieuse ou une bactérie en Guyane, le premier à avoir travaillé dessus, c'est toujours Hervé Floch, premier directeur de l'Institut Pasteur de Guyane, créé dans les années 40. Et c'est lui qui fait les premiers diagnostics chez le bétail au milieu des années 50. Quelques cas sporadiques jusque dans les années 90. Et puis là, il y a eu 3 cas graves qui ont été hospitalisés dans les années 90, ce qui fait qu'on a commencé à s'y intéresser. Et ça, c'est une première étude qui a été faite où ils ont pris tous les sérums qui avaient été adressés à l'Institut Pasteur entre 92 et 96 et ils ont fait le test pour la fièvre Q dessus. Ils sont aperçus qu'entre 92 et 96, on passait de 1% des sérums à 11% des sérums qui étaient positifs pour la fièvre Q. Donc déjà, on se disait qu'il se passait peut-être quelque chose. Ensuite, il y a eu une autre étude qui a repris tous les diagnostics de fièvre Q entre 1950 et 2006. Globalement, entre 1950 et 89, pas grand-chose. Un seul labo, pas beaucoup de diagnostics réalisés, une dizaine en 40 ans. Et on voit qu'il se passe quelque chose, et c'est ça que représente cette courbe, entre 1990 et 2006, avec une augmentation progressive des cas, quelque chose qui se passe là, qui décroche au milieu des années 90, avec une immense augmentation au niveau des années 2000. Pour que vous compreniez cette élévation de l'incidence, je vais vous montrer la diapositive d'après. Donc ça, ce que vous voyez ici, c'est les mêmes chiffres que représentés sur la courbe. Donc ça, c'est le nombre de cas diagnostiqués. Donc vous voyez aux années 1990, 2 cas par an, 1 cas, 5 cas, 37 cas, 66. On monte en 2005 jusqu'à 239 cas rapportés en Guyane. Ce qui nous fait une incidence, donc vous vous rappelez, c'est le nombre de cas rapportés à la population. À l'époque, elle était autour de 200-250 000 par an. Et on était à une incidence de 120 cas pour 100 000 habitants par an. Si vous prenez exactement aux mêmes dates la France métropolitaine hexagonale, vous aviez une incidence qui était 500 fois plus faible, 0,41, 0,58, 0,32 cas pour 100 000 habitants par an. Donc vraiment une incidence très très élevée. Et si on reprend la littérature, l'Australie, qui est là où ça a été décrit récemment, 2,8 cas pour 100 000 habitants par an, Taïwan, la Corée du Sud, vous voyez qu'on a des chiffres qui sont largement inférieurs avec ce qu'on avait à l'époque. On a fait une seconde étude quelques années plus tard, donc avec Pauline Thiel, qu'on a publié dans PLOS Neglected Tropical Disease, où on montre qu'entre globalement 2010 et 2017, on est à 40 cas pour 100 000 habitants par an. C'est-à-dire qu'il y a entre 80 et 120 cas par an de fièvre Q. Sur la toute petite population qu'on est, la guyanaise de 250 000, 350 000 habitants, c'est vraiment une incidence très élevée. Donc ça montre qu'on a l'incidence la plus élevée au monde et avec un phénomène qu'on appelle de l'hyperendémie par rapport au reste du monde. Et comme je vous le montrais tout à l'heure, je ne suis pas revenu dessus, mais avec finalement des données sud-américaines qui ne corroborent pas du tout. On ne retrouve pas du tout le même phénomène dans d'autres pays d'Amérique du Sud, même si les Brésiliens commencent à faire des publications, mais on n'est pas du tout dans le même paradigme. Donc voilà, j'avance. En plus, très tôt, on s'était aperçu qu'il y avait quelque chose. Et quand on comparait, vous vous rappelez cette étude dont je vous ai parlé, on a repris les tubes à l'Institut Pasteur entre 92 et 96. On avait comparé les habitants de Cayenne aux habitants pas de Cayenne, et on avait clairement une différence. 13% chez les habitants de Cayenne étaient positifs versus 3,5%. Ça s'est vérifié par la suite, quand avec Pauline, on a fait l'étude et on a repris tous les cas de fièvre Q diagnostiqués entre 2007 et 2017. On a montré que, globalement, 80%, vous voyez ici, Cayenne plus Rémire plus Matoury, 80% des cas de fièvre Q diagnostiqués en Guyane étaient sur l'île de Cayenne et ses alentours. Donc encore un phénomène pas facilement explicable. On peut imaginer que ça soit moins diagnostiqué ailleurs, que les médecins ailleurs y pensent moins. On avait fait une étude d'ailleurs il y a quelques années, une interne de médecine générale, on avait interrogé tous les médecins généralistes du territoire en leur demandant est-ce que devant une infection pulmonaire, vous prescrivez un test pour la fièvre Q, et on voyait clairement que les médecins de Rémire et de Cayenne prescrivaient plus le test que ceux de Saint-Laurent ou de Maripa. Donc probablement que c'est moins recherché, mais c'est quand même moins trouvé. Il y a une étude qui a été publiée par Sarah Bailly et Claude Flamand, donc de l'équipe d'épidémiologie de l'Institut Pasteur, il y a quelques années, que vous voyez ici, qui était vachement intéressante. Au départ, ils ont fait une étude sur la séroprévalence des arbovirus en Guyane. Peut-être vous avez entendu parler de cette étude, mais en gros, le principe, c'est qu'ils ont été prélevés plus de 3000 sérums dans les 22 communes de Guyane, en faisant la sélection par l'échantillonnage en grappe des patients. Et donc, ils avaient des tubes issus aussi bien de Trois-Sceaux que d'Antécoum, que de Cayenne, Rémire, Saint-Élie, etc. Au départ, c'était plutôt pour regarder la prévalence des arbovirus, c'est-à-dire voir combien de personnes avaient été en contact avec la dengue, le chikungunya, le Zika, etc. Et puis, secondairement, ils ont fait la même étude à partir de ces sérums. Ils ont regardé combien de patients en Guyane
avaient été au contact de la fièvre Q. Et ce qu'ils ont démontré, c'est des choses qu'on avait vues déjà, c'est que Rémire, Montjoly, Cayenne, il y avait des taux très élevés. Donc vous voyez là, quand c'est très foncé comme ça, on est entre 15 et 20%. Cayenne, entre 5 et 15%. Certaines communes pour lesquelles on ne voyait jamais un patient avec une fièvre Q et pourtant avec des taux de prévalence importants. Exemple Cacao, vous voyez, alors qu'on n'a pas spécialement de patients qui se présentent pour ça, on avait 15 à 20% de la population qui avait été en contact à un moment avec la bactérie. Donc voilà, de ce côté-là, et sur la répartition sur le territoire, en plus de la répartition en Amérique du Sud, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. En plus, par rapport à la métropole, on a des formes très particulières, puisque plus de 90% des gens qui font une fièvre Q aiguë en Guyane font une infection pulmonaire. C'est une étude qui avait été publiée en 2014, où sur la même période, 2008-2011, ils avaient comparé tous les cas de Guyane à tous les cas de Marseille. Et vous voyez que l'infection pulmonaire représentait 83% des cas guyanais, alors qu'elle ne représentait que 8% des cas marseillais. Donc il y a vraiment la bactérie spécifique de Guyane aime particulièrement venir se loger dans les poumons. En plus, on s'était aperçu, ça c'est il se trouve que c'était une des toutes premières publications que j'avais faites dans mon cursus avec mon co-interne de l'époque, Cédric Chenet, et on avait montré que 25% des gens qui étaient hospitalisés pour une infection pulmonaire à l'hôpital de Cayenne, c'était lié à la fièvre Q. Une deuxième étude faite plus tard avec Carole Eldin qui montrait que c'était 40% des patients. Pour que vous en rendiez compte, parce que vous qui ne faites pas ça tous les jours, vous dites, bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça, c'est illisible comme tableau, mais ce que vous pouvez en tirer ce que vous pouvez regarder, c'est que si vous regardez toutes les grandes études qui ont été faites dans le monde, à New York, au Canada, en Hollande, en Espagne, sur les grandes séries d'infections pulmonaires hospitalisées, on a entre 0,5 et 1% des patients maximum pour qui c'est la fièvre Q. Chez nous, c'est 25 à 40% des infections pulmonaires qui sont liées à la fièvre Q. Donc c'est absolument énorme, et accessoirement, ça veut dire que nous, quand on prend quelqu'un pour une infection pulmonaire, on ne met pas les mêmes antibiotiques qu'en métropole, qu'à Londres ou qu'à Madrid. Voilà, et tout ça, on se disait, bon, mais d'accord, mais on a quand même quelque chose de très particulier, mais jusqu'à relativement tard, on avait tous ces diagnostics de fièvre Q, mais on ne savait pas exactement pourquoi ni comment, est-ce que c'était une souche particulière. Quand on fait un sérodiagnostic, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on cherche les anticorps, ce n'est pas la bactérie qu'on met en évidence, c'est juste nos anticorps à nous pour lutter contre la bactérie. Ça ne nous dit pas si la bactérie elle est différente. Et finalement, grâce à l'équipe du CNR donc de Marseille, il y a plusieurs souches il y a plusieurs prélèvements qui ont pu finalement être mis en évidence, et avec une souche qui a été appelée le génotype MST17, qui a été identifié sur 5 patients. Et je vous spoil tout de suite. Depuis, c'est toujours cette même souche MST17, également appelée CB75 pour Coxiella burnetii, qui a toujours été retrouvée. C'est quoi ce qui est intéressant sur cette souche? Premièrement, est-ce que c'est la diapositive d'après? Oui, voilà. Premièrement, cette souche, c'est la seule et unique souche de Coxiella burnetii qu'on a retrouvée en Guyane, alors que quand vous prenez, par exemple, la fièvre Q en France, vous prenez 100 patients, vous allez avoir 30 souches différentes, selon l'endroit où ils l'ont attrapé, etc. Ici, on a une souche absolument unique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au CNR, ils ont repris les centaines ou les milliers de souches qu'ils avaient en réserve dans leur biobanque, au Centre national de référence, et ils ont regardé, tiens, la MST17, où est-ce qu'on la trouve dans le monde? 100% des patients qui avaient cette souche-là venaient de Guyane. Donc, cette fameuse souche MST17, c'est une souche unique qu'on a en Guyane. On n'a que celle-là en Guyane, et il n'y a que en Guyane qu'on la trouve. Je ne vous ai pas trop embrouillé? Je bois un petit coup de caipi. Accessoirement, et je ne vais pas m'étaler là-dessus, toujours publication de l'équipe marseillaise, Cléa Mélénote, qui a été interne dans le service il y a quelques années également, qui a fait sa thèse là-dessus. Elle a pris des souches qui avaient été identifiées à Marseille à partir de 100 patients guyanais, et elle les a comparées aux souches de Coxiella burnetii de fièvre Q de référence. Il y en a une qui s'appelle la German strain, donc la souche allemande. Il y a la 9 miles, qui est aussi la souche de référence pour l'étude dans les labos. Et elle a démontré, donc, in silico, donc dans la boîte de pétri, in vitro et in vivo sur les souris, que la souche était beaucoup plus virulente, la souche guyanaise, que les souches déjà connues. Donc, on commence un peu à avancer sur un certain nombre des questions qu'on se posait, c'est-à-dire qu'en Guyane, on a des formes plutôt plus graves qui touchent plus le poumon, et qui sont corroborées par une souche unique. Donc on a démontré sur différents types de manip qu'elle était plus grave, plus virulente que les souches habituellement incriminées
ailleurs dans le monde. Et on arrive au cœur de ce qui m'a mené à monter cette étude que je vais vous partager aujourd'hui. Vous vous rappelez ce que je vous racontais tout à l'heure? Vous demandez à n'importe quel médecin, il vous dira la fièvre Q, oui, on sait, c'est transmis par, ailleurs qu'en Guyane, c'est transmis par les ovins et les bovins, par le bétail en tout cas, c'est les agriculteurs, les vétérinaires qui l'attrapent, etc. Ça, c'est une étude qui a été réalisée toujours par l'équipe de l'Institut Pasteur, donc Jacques Gardon qui depuis est passé à l'IRD. Je me rappelle, moi j'ai découvert cette étude il y a 15 ans et je m'étais dit, il faudra un jour que je fasse une étude comme ça. Je l'ai trouvée hyper intéressante où ils ont fait à la fois de la recherche environnementale sur les animaux, sur les patients, etc. Qu'est-ce qu'ils ont montré d'abord? Ils ont montré d'abord que quand on comparait des gens sur la période que je vous ai mise ici, non, elle n'est pas marquée, oui, c'est à 96-2000, quand on comparait les gens qui avaient fait une fièvre Q à ceux qui n'avaient pas de fièvre Q, on allait chercher des facteurs de risque. Alors, il y a plein de choses qui ont été trouvées, mais ce qui a été prouvé sans interaction comme variable, c'était le fait de travailler dans le BTP. Ça, on n'a jamais trop su quoi en faire, et peut-être que ça a induit beaucoup d'erreurs par la suite. Le fait de voir des chauves-souris près de sa maison, le fait de voir d'autres petits animaux sauvages près de la maison, et le fait de vivre à proximité de la forêt. Il y avait d'autres choses sur les premières analyses qui sortaient, comme le fait d'avoir une clim, etc. Mais quand ensuite on affinait les analyses, on faisait une analyse multivariée, et ben en fait, ça ne ressortait plus. Donc ça, c'est la première chose. Mais vous voyez que des choses qui sont... Bon, des choses qui ressortent sur la même étude que vous faites dans la région de Marseille, quand on compare des gens qui ont fait de la fièvre, et il y en a, c'est la fièvre Q, et d'autres, c'est pas ça. Vous allez retrouver comme facteur de risque le fait d'être agriculteur, le fait de vivre à côté d'une ferme, le fait d'être vétérinaire, etc. Là, on ne retrouve absolument pas ça. Et d'ailleurs, au quotidien, quand nous, on soigne des gens qui ont la fièvre Q, ce n'est pas du tout des gens qui travaillent avec des chèvres ou des bovins, etc. Et l'autre chose qui avait été faite, donc là, c'était la répartition sur l'île de Cayenne, je ne vais pas m'y étendre. Et ils avaient fait des tests sur différents animaux, mais la bactérie n'avait jamais été retrouvée, si ce n'est des petits marsupiaux, mais on n'avait pas retrouvé la bactérie, mais juste des traces sérologiques, c'est-à-dire que peut-être qu'à un moment, la bactérie les avait touchés. Ça, c'est une étude récapitulative faite par Vincent Pommier de Santi, qui est médecin militaire. Je vais vous parler ensuite des militaires qui ont énormément contribué, les médecins de leur plein gré et les militaires eux-mêmes, pas de leur plein gré, à la connaissance de la fièvre Q sur le territoire. Mais c'était un gros récapitulatif de tout ce qui était connu sur la fièvre Q en Guyane, et on démontrait que toutes les études qui ont pu être faites, bovins, ovins, caprins, porcs, on ne retrouvait rien du tout. Vous voyez, 0%, en fait, c'est la sérologie, on ne trouvait absolument rien. Là où, dans le sud de la France, les ovins et les bovins, ils vont être positifs à 8, 10, 12%. Là, rien du tout. Je vais mettre une toute petite nuance là-dessus ensuite. Mais en tout cas, même par exemple, je vais vous parler tout à l'heure d'une épidémie qui a eu lieu au camp du Tigre. Ils s'étaient posé la question parce que de l'autre côté du camp du Tigre, il y avait un élevage de chèvres. Ils ont été prélevés les chèvres qui étaient négatives. Une fois, j'ai eu aussi un patient qui était éleveur de chèvres et on avait été prélevé son cheptel, c'était négatif aussi. Enfin, le patient avait la fièvre Q, mais son cheptel était négatif. Bref, on a regardé parce qu'il y a d'autres animaux qui peuvent être porteurs. Mais chez les chiens, les chats, ça ne donnait rien du tout, si ce n'est quelques chiens qui avaient été prélevés, des chiens de militaires, et qui étaient un petit peu positifs. Mais ensuite, voilà, les chats, les rongeurs, tout ça, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Tout était négatif. Donc c'était vraiment un moment où on se disait, on ne sait absolument pas quel est le réservoir animal de la fièvre Q en Guyane. Voilà une petite nuance, je ne vais pas m'étaler, mais ça c'est une étude qui, j'espère, sera publiée un jour, qui a été réalisée entre autres par Mona Saoud, qui est un ingénieur de recherche au laboratoire TIBIT de l'Université de Guyane, et qui, en fait, a profité de 4 ans de prélèvements sanguins sur des ovins et des bovins dans le biais de la surveillance systématique d'une maladie dont vous avez peut-être entendu parler en médecine vétérinaire, qui s'appelle la brucellose. Et donc, elle a récupéré les sérums. Excusez-moi. Je m'assèche. Et elle a pris les sérums qui avaient été prélevés de façon assez exhaustive sur tous les troupeaux du littoral de Guyane, et elle a refait des tests, donc des sérologies sur les cheptels. Au début, elle avait l'impression que ça ne donnait pas grand-chose, puis en fait, en discutant avec des statisticiens spécialisés dans la médecine vétérinaire en Guyane, elle a un peu retravaillé les choses, et donc elle a montré qu'elle a retrouvé finalement que quand on retravaillait les histoires notamment de seuil de détection des anticorps, et bien en fait, on était à côté de la plaque, et que finalement, on avait, notamment dans le bétail, donc cattle, c'est les bovins, goat, c'est les chèvres, et sheep, c'est les moutons, et ben on retrouvait jusqu'à
14-28% de positivité de chaque individu d'un troupeau pour la fièvre Q. Quand en plus on faisait ce qu'on appelle une séroprévalence de groupe, c'est-à-dire qu'on prend non pas la séroprévalence d'un individu, mais de troupeau, on s'apercevait qu'en fait 66% des troupeaux de Guyane étaient positifs pour la fièvre Q. Donc pas avec directement la fièvre Q qui est trouvée, mais en tout cas qui avait à un moment été en contact avec des anticorps positifs. Donc voilà, une étude qui est vraiment très très intéressante et j'espère qu'elle va aboutir. Je vous ai dit tout à l'heure, moi à l'époque où je suis arrivé en Guyane, c'est à chaque fois qu'on voyait des patients, etc., une obsession de tous les patients qu'on voyait, la fièvre Q en Guyane est transmise par les chauves-souris. Là, vous voyez, c'est un patient, c'est pas moi qui ai mis son nom, hein, il a été parlé de sa fièvre Q au journal de Guyane la Première, et il expliquait qu'il avait attrapé la fièvre Q, il avait même incriminé une de nos collègues, enfin bref, c'est un peu bizarre, ça avait fait tout un truc, sauf que on n'a jamais vraiment montré que c'était la fièvre Q, les chauves-souris qui transmettaient la fièvre Q, si ce n'est ce fameux résultat que je vous ai montré tout à l'heure, où peut-être que les patients qui avaient la fièvre Q avaient plus vu de chauves-souris depuis leur maison que ceux qui avaient la dengue. Bon, vous êtes tous guyanais, vous savez tous que les chauves-souris, on les voit tous un peu volter autour chez nous le soir. Difficile d'incriminer ça. Donc voilà, et donc il y a eu un certain nombre d'avancées qui ont été faites par la suite, et notamment, c'est là où je vais commencer à m'approcher progressivement de résultats qui ont été trouvés par l'équipe de Marseille, certains qui ont beaucoup fait avancer les connaissances, et puis certaines publications qui les ont plutôt bloquées. Camp du Tigre, vous connaissez, derrière l'hôpital, la route de la Madeleine. Maintenant, c'est un peu, pour ceux qui aiment bien les vieilles pierres, ça ressemble un peu à Angkor Wat. Là, vous avez des bâtiments qui sont noyés dans la végétation. Je ne sais pas si vous le savez tous, mais aujourd'hui, si vous avez ces bâtiments complètement envahis par la végétation, c'est à cause de la fièvre Q. 2012, il y a eu en haut de la colline du Tigre. Maintenant, les familles, elles sont en bas, mais à l'époque, elles étaient en haut. Il y avait des logements plutôt sympas. Et vous aviez tout le monde qui était là-haut. Sauf qu'il a commencé à y avoir des cas de fièvre avec des infusions pulmonaires. Et progressivement, on a diagnostiqué de la fièvre Q chez un certain nombre de personnes. Donc, sur 54 personnes qui vivaient là-bas, il y a 11 personnes qui ont développé une fièvre Q en l'espace de quelques semaines. Donc un taux d'attaque à 20%, c'est plutôt pas mal. Si on regardait les maisons, donc les ménages, c'était un ménage sur deux qui avait été touché. Et donc Vincent Pommier de Santi, qui était médecin épidémiologiste militaire, tout ça c'était des familles de militaires, a fait d'exploration et a essayé de regarder quelles étaient les activités qui avaient été réalisées par les gens qui avaient fait une fièvre Q et ceux qui ne l'avaient pas fait. Donc on va tous demander, est-ce que vous avez fait ci, est-ce que vous avez fait ça, est-ce que vous avez caressé des bébés chats, est-ce que vous avez été à la pêche au Rorota, et on regarde ceux qui ont fait la fièvre Q, ceux qui n'ont pas fait la fièvre Q, et on regarde si on trouve des résultats différents. Et ce qui avait été trouvé à l'époque, c'était que premièrement, 34% des gens qui étaient malades faisaient le ménage régulièrement et seulement 5% sur ceux qui n'étaient pas malades. Non, messieurs, pas de réflexion des bêtes. Et par contre, ce qu'on avait trouvé, c'était que parmi ceux qui étaient malades, 60% avaient porté un paresseux dans les bras versus 15% chez ceux qui n'étaient pas malades. Il se trouve qu'à l'époque, il y avait effectivement un paresseux qui traînait au camp du Tigre et qui descendait régulièrement, qui était visiblement à moitié domestiqué, et les gens le prenaient dans les bras, etc. Hyper important cette histoire de paresseux, ça a entraîné 10 ans d'un certain nombre de publications derrière. Et bim, à ce moment-là, comme c'était les militaires, vous savez que le gros centre de médecine militaire en France, c'est à Marseille. Ils travaillent beaucoup avec... ils sont en relation très forte avec l'équipe de l'IHU, donc l'Institut Hospital Universitaire. Et donc, l'équipe de Marseille du CNR est envoyée, ou s'auto-envoie en Guyane, et prend la colline du Tigre d'assaut et tend des filets, creuse des trous, capture des micro-mammifères, des chauves-souris, des grenouilles, des oiseaux, et que je te mets des écouvillons, et que ci, et que ça. Tout négatif. Par contre, un jour, en remontant pour aller faire leurs explorations du côté des lotissements, ils tombent sur un paresseux à 3 doigts, donc Bradypus tridactylus, en mauvais état ou mort sur le bord de la route. Ils le prennent, le découpent, le dissèquent, font des PCR dessus, et bingo, premier animal de Guyane positif à la fièvre Q, cette fameuse souche MST17 qui avait déjà été trouvée chez des patients. Les prélèvements, c'était des selles, enfin des fesses et la rate, et puis en plus, il était porteur de tiques. Vous savez que ces animaux sont porteurs de plein de tiques, qui ne sont pas du tout les mêmes que nous d'ailleurs. Et spécifiquement, les tiques de cet animal étaient porteuses de fièvre Q, mais elles prélevaient du sang directement sur l'animal. Donc voilà, conséquence. Le mystère de la fièvre Q en Guyane était résolu. Je vous lis un article réalisé par l'équipe dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui, je vais vous le lire. C'était en anglais, mais juste avant de partir, je me suis dit, allez, je le traduis, ça va être mieux.
nous avons pu, après avoir testé une centaine d'échantillons animaux, donc tout ce dont je vous ai parlé, identifier le paresseux à 3 doigts comme source probable de l'épidémie de fièvre Q à Cayenne, en Guyane française. Cet animal est spécifique à cette région d'Amérique du Sud. Il est quand même dans toute l'Amérique du Sud amazonienne, y compris au Brésil, en Colombie, au Pérou, etc., où, a priori, on ne trouve pas de fièvre Q. Et de fortes concentrations de Coxiella burnetii ont été trouvées dans ces selles et dans les tiques qu'il parasite. Un animal. Ces animaux peuvent vivre à proximité du périmètre de la ville, CF le Rorota, ce qui correspond aux données épidémiologiques. Et c'est cette phrase que je me fais toujours un plaisir, surtout à des Guyanais, de lire. L'augmentation significative des cas de fièvre Q diagnostiqués dans cette même ville de Cayenne dans les années 2000 semble liée à l'ouverture d'un refuge pour ces animaux dans le centre-ville, qui est très visité en raison de l'intérêt de la population, nous les sauvages de Guyane, à croire si on ne les bouffe pas, l'intérêt de la population pour ces animaux. Mais quand même, l'hypothèse, déjà, de base, c'est qu'il y a un centre de sauvegarde ouvert au centre de la ville de Cayenne. Pour ceux qui connaissent, il y a eu Chouaï, à un moment qui était clairement à 30 km à Macouria. Je crois que j'avais mis une petite carte. Ah oui, voilà, j'avais mis une petite carte. Donc Chouaï, c'est ici, Cayenne et les cas, ils sont plutôt de ce côté-là. Peut-être une histoire de vent, après tout. Et le grand attrait des Cayennais pour cet animal, moi j'adore, je ne sais pas vous, mais je vous laisse. Bon, et puis plus scientifiquement quand même, ce que je vous ai marqué là, c'est au camp du Tigre, il y a 3 autres paresseux qui avaient été prélevés qui étaient négatifs, et à Chouaï, les paresseux à l'époque, ils ont tous été prélevés, ils étaient tous négatifs. Donc vous voyez qu'en termes de solidité scientifique, voilà, mais ça n'a pas empêché que cette histoire-là, sur les 15 publications qui ont été faites ensuite par cette équipe-là, ils mettaient partout la fièvre Q en Guyane, c'est lié aux paresseux. Et il y a quelques années, avant cette étude que je vous montre, je contacte le professeur Raoult en lui disant, écoutez, il se trouve que je connais un peu le milieu naturaliste en Guyane, on a quand même beaucoup de bébêtes, etc. Ça ne vous dirait pas qu'on aille un petit peu plus loin au-delà de cette histoire de paresseux, on peut avoir plein d'échantillons. Il ne me l'a pas dit à moi parce que Dieu ne parle pas... Voilà. Mais il m'a fait répondre par un de ses sbires, la fièvre Q en Guyane, c'est le paresseux, fin de non-recevoir. Voilà. Donc, vous commencez à comprendre le titre que je vous ai donné tout à l'heure, et surtout, ça va me permettre d'aborder la deuxième partie ici. Quand même, juste pour vous rappeler, toujours les militaires, les pauvres, des petits jeunes de la marine là, qui étaient à Desgrades des Cannes, qui vont se faire un équivalent de week-end d'intégration sur le carbet de la marine, sur le week-end de la Comté. Et ils sont 15 à partir, et il y en a 5 qui, 3 semaines plus tard, développent une fièvre Q meumeux. Il y en a quand même 2 qui ont été rapatriés en France. La cata. Et donc moi, ça m'a permis de rencontrer, je venais d'arriver, revenir en Guyane militaire, vous me voyez ici avec les cheveux beaucoup plus traditionnels, Vincent Pommier de Santi. Depuis, j'ai une jolie casquette des grades des Cannes, Marine nationale, je suis très fier. Pourtant issu d'une famille très antimilitariste, mais voilà, c'est comme ça. Et blague à part, et ce qui a été démontré, c'est que probablement que ceux qui avaient attrapé la fièvre Q, c'est ceux qui avaient passé le rotofil. On reste logique, hein, c'est dans la poussière, on passe le rotofil, c'est mis en suspension, on l'inhale. Et c'était génial parce qu'on est parti là-bas, on s'est demandé, c'est quoi le réservoir? On a creusé en plus, au départ, ils y avaient été, mais c'était pas forcément des naturalistes, qui fait qu'il y avait, vous voyez, dans l'herbe, dans le sol, il y avait des sortes de traits comme ça, sans herbe. Ils se sont dit, ça doit être des rongeurs. Donc ils ont mis des pièges partout, ils n'ont jamais capturé un truc. Bon, après, il y a des gens qui leur ont dit, mais vous ne pensez pas que c'était peut-être les fourmis manioc? Mais on ne s'est pas démonté. Là, quand j'y étais, on a trouvé un nid de fourmis manioc, on y était à l'appel en se disant, après tout, les fourmis, elles sont au fond de la fourmilière, elles ont besoin de certaines bactéries pour faire pousser leurs champignons, je ne sais pas quoi. Bon, on s'est éclaté, on a été creusé comme ça, on a ramassé des crottes de margouillat. Bon, finalement, ce qu'on a trouvé, c'est ce que vous voyez ici, c'était le petit terrain de boule qui était à côté du Carbet. Et il y avait ces petites crottes qui ont été bien identifiées par les naturalistes locaux et qui nous ont dit, ça, c'est des crottes de cabillaï. Et on les a identifiées, et bingo, c'était rempli de Coxiella burnetii. Donc, clairement, l'épidémie du camp du Tigre était liée à ce paresseux qui était infecté. Cette épidémie-là, elle était liée à ce cabillaï infecté, mais on n'avance pas beaucoup. Mais quand même, là, on a fait une grosse publication qui a été publiée l'année dernière, où on a été regardé, et vous voyez, dans la littérature mondiale, il y a quelques publications sur la fièvre mondiale sud-américaine dans la faune sauvage, mais franchement pas beaucoup. La Guyane a un peu publié, le Brésil aussi. Mais voilà, il était temps qu'on fasse quelque chose d'un peu plus sérieux sur le réservoir animal, la fièvre Q, dans la faune sauvage. Dans l'intervalle, j'avais été bloqué pendant des années, persuadé que les seuls qui faisaient de la fièvre Q en France, c'était l'équipe de Marseille, du CNR, du professeur Raoult, qui m'avait dit non. Sauf qu'un jour,
je déjeune avec le professeur Demar, et elle me dit, mais tu sais qu'il y a un laboratoire qui est spécialisé dans la fièvre Q animale en France. Un LNR, Laboratoire National de Référence, ça c'est pour les animaux, versus CNR, Centre National de Référence. Là, j'ai fait bingo, donc c'est eux ici, c'est des unités de l'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire, l'alimentation, je ne me rappelle plus le E, bref, en tout cas, c'est ceux qui bossent sur les pathogènes chez les animaux. Et de fil en aiguille, eh ben, on a monté cette étude. Il se trouve qu'on avait eu des financements, c'était 2020-2021, pour bosser sur des choses sur le Covid. Et puis en fait, finalement, l'étude il n'y avait pas eu besoin d'autant d'argent. Donc on a demandé à la CTG, ils ont dit OK, il fait qu'une partie de l'argent a été utilisée pour étudier plutôt. On est passé du Covid et du variant gamma, donc le variant brésilien chez les humains, à la fièvre Q et Coxiella burnetii chez les animaux. Mais bon, ça a été validé. Donc l'idée, c'était de dire, c'était vraiment ça la question, je reconnais un peu provocatrice, c'est est-ce que Raoult a raison ou pas ? Est-ce que lui qui dit qu'il n'y a que le paresseux en Guyane, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort, est-ce que ça ne va pas un peu plus loin ? Donc, à partir du moment où on veut s'affronter à une montagne, il faut essayer de monter un protocole un peu carré, dans la mesure où j'en suis capable. C'est pas toujours complètement carré, mais au moins ça permet. Voilà. Et donc, premièrement, c'était voir s'il y avait d'autres animaux qui étaient porteurs de cette bactérie dans la faune sauvage, éventuellement voir s'il y avait des corrélations, mais ça, on n'y est pas encore, entre les localisations des cas humains et les réservoirs animaux. Voir si on arrivait à trouver cette souche ou d'autres souches, et c'est ça qu'on a trouvé. Vous avez vu, ça c'est la fièvre Q mystérieuse. Parce qu'il y a une époque, je faisais des petits articles de vulgarisation dans un journal que vous avez tous connu, qui s'appelait Une saison en Guyane. Et pour faire des articles scientifiques un peu vulgarisés, un peu marrants, j'avais un petit gars qui avait 18 ans et qui faisait du manga et qui m'illustrait mes articles scientifiques. Donc ça, c'était la fièvre Q illustrée à sa façon. Donc, il fallait trouver des échantillons. Il se trouve que toutes les études qui ont été faites sur Coxiella burnetii en Amérique latine, la plupart du temps, les animaux étaient zigouillés. Ce qui se fait depuis toujours, mais on se disait qu'on avait envie. Donc quand je dis on, c'est, vous voyez, on a bossé avec Benoît de Thoisy. Je crois que j'ai cru voir Edith Guilloton dans la salle qui a bossé à la première année et demie sur l'étude aussi, avec Anne Lavergne plutôt sur le volet laboratoire. Donc on a été un certain nombre à se mettre là-dessus. Alizé qui fait sa thèse à l'Institut Pasteur. Et donc il fallait trouver des échantillons. Donc on s'est dit, où est-ce qu'on va trouver des échantillons animaux sans buter des animaux ? Premier truc, on savait que voilà, on avait des copains qui capturaient des oiseaux, puis quand les oiseaux étaient se coucher, il y a les chauves-souris qui se prennent dedans, les chiroptérologues qui étudient les chauves-souris, on s'est dit, tiens, en plus, c'est un mythe en Guyane, fièvre Q, chauve-souris, etc., donc on va profiter de ça. Et donc, avec Vincent Ruffray et le groupe Chiroptère de Guyane et les différentes réserves qui nous ont aidés, réserve du Mont-Toury, Conservatoire du Littoral, etc. On a été faire la capture. On a aussi été faire la capture à Angkor Wat, là, au Cambodge, donc en haut de la colline du Tigre. C'était aussi un moment intéressant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, à la tombée de la nuit, on tend des grands filets qu'on appelle filets japonais, 12 mètres sur 3 mètres avec des petites poches comme ça. Et les bestioles se prennent dedans. Et puis comme elles se débattent, elles sont toutes attachées. Nous, on arrive derrière, évidemment toujours avec des gants, comme vous pouvez le voir ici. Et on les démêle. On les met ensuite dans des pochons en tissu pour qu'elles se calment un petit peu. L'autre avantage, on n'y avait pas pensé au début, c'est qu'en fait, comme elles ont un peu la trouille, elles font caca dedans, ce qui nous a permis de récupérer le caca. Et ensuite, alors là, c'est pas une bonne image, dans le sens où là, Benoît Thoisy fait une prise de sang, mais ensuite, Edith, que vous voyez au fond de la salle, elle prenait son petit écouvillon, et là, de façon très délicate, on allait écouvillonner chez tous les individus l'anus, et chez les femelles, on faisait un petit écouvillon vaginal pour essayer de récupérer un peu de matériel. Et puis, comme je vous disais, on récupérait aussi du caca de chauve-souris. Derrière, on s'est dit, on va continuer à réfléchir à comment on pourrait capturer, récolter des échantillons animaux. On s'est dit, il y a quand même plusieurs endroits en Guyane où il y a des animaux, soit carrément captifs, genre le zoo de Guyane, mais il y a aussi des centres de sauvegarde. Donc SON Faune Sauvage, qui est le centre de sauvegarde, qui est attenant au zoo. Vous avez aussi l'association ONCA, qui est Piste Risque Tout. Donc vous voyez, toujours Edith dont je vous parlais, une super aide qui est venue surtout faire des mamours aux babounes qui étaient en train de se faire soigner. Et voilà, là vous voyez Edith qui est en train de prélever des crottes, parce qu'il y avait aussi des rats qui étaient en élevage, on a prélevé les crottes de rats. Au zoo, là, je me raconte dans l'enclos du tapir. Ici, vous voyez un bébé cochon-bois qui était pas très farouche, contente qu'on ne le chasse pas. Bref, donc on a fait tout un tas de prélèvements de crottes sur ces animaux, dans les enclos des singes, etc. Là, vous voyez un saki à face pâle. Ensuite, on s'est mis en relation avec Stéphanie Barthes, Cécile Richard-Hansen et d'autres, Ondine Rux de l'Office français de la biodiversité. On sait qu'eux, ils font des prélèvements, notamment de jaguars, mais de différents mammifères, sur la zone du CSG et également sur Petit Saut. Et ils nous ont dit, pas de problème, on partage notre caca avec vous.
Ça, c'était vraiment sympa. Bon, accessoirement, ils avaient déjà tout screené en PCR Cox, donc en PCR d'espèces, et donc leur crotte était identifiée. Et donc là, vous voyez, c'est Edith qui s'arrache les cheveux parce qu'elle est en train d'apprendre à un gugus comme moi comment essayer de faire du prélèvement de caca en trempant les pinces dans de la javel, puis de l'eau, etc. Il lui reste quelques cheveux, mais ça a repoussé depuis. Donc voilà, mais moi, je me suis bien marré. Et ça nous a permis de découvrir que, vous savez, on parle d'une crotte de jaguar. Il n'y a pas une crotte de jaguar. Vous prenez 20 crottes de jaguar, il n'y en a pas 20 qui se ressemblent. Il y a de la biodiversité dans les crottes de jaguar. Celles qui sont mousseuses, celles qui sont herbeuses. Donc voilà, la photo qu'il ne faudrait jamais montrer. Mais ça, pour nous, ça a été un peu mythique, parce que ça, c'est quand on allait installer les filets pour capturer les chauves-souris au camp du Tigre. Et là, on est tombé sur un jeune paresseux à Tradois. Et vous voyez, on n'a quasiment pas touché le paresseux. Par contre, voilà, l'image se passe de commentaires. On devrait avoir honte, mais normalement, on a plus ou moins eu les autorisations réglementaires. Le paresseux, je le tenais un peu parce qu'il était un peu choqué. C'était un adolescent. Et voilà, vous pouvez nous dénoncer après cette présentation. Voilà. Et puis, ça, c'était la bonne idée. On s'est dit quand même, on est en Guyane, à chaque fois qu'on prend la route, il y a des animaux écrasés partout, des mammifères, et on s'est dit, allez, les sciences participatives, c'est bien un truc que tout le monde connaît en Guyane. Je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui rentrez régulièrement vos observations d'oiseaux, de mammifères, etc., sur Faune Guyane, Naturalis, etc. Et on s'est dit, allez, on va faire appel à la communauté. Donc, Bénédicte, une copine qui travaille dans une boîte de com, donc Bicom, nous a fait cette magnifique, un peu glauque certes, mais cette magnifique affiche et qu'on a diffusée partout. Et ce qui fait qu'on a plein de gens qui ont contribué, soit par le biais d'animaux écrasés sur la route, soit, comme vous voyez ici, ça c'était mon chat qui nous a ramené un rongeur sur la terrasse, un tatou. Ça, c'était, alors ça, c'est pas tout à fait dans le cadre de l'étude, mais comme on travaillait dans l'équipe de Benoît de Thoisy et qui a la grosse collection d'échantillons animaux, et donc c'est eux qui récupèrent tous les cadavres d'animaux. Et donc là, vous voyez un cadavre de jaguar. Ça, je l'ai envoyé à des copains. En métropole, ils étaient persuadés qu'il était vivant. Je suis passé pour une star. Je l'ai étranglé à main nue, voilà, que dans l'arène. Voilà. Bon, on va être un peu sérieux. Alors là, j'avais tout fichu le bordel dans les tiroirs de Benoît de Thoisy, mais il y avait déjà un certain nombre d'échantillons qui existaient dans les collections de l'Institut Pasteur, le laboratoire d'Alain Verne, celui de Benoît de Thoisy, etc. Donc, on a profité aussi. Et donc, voilà. Et donc, ensuite, là, je vais employer une sorte de on majestueux pour faire croire que je l'ai fait, alors qu'en fait, c'est d'autres que moi qui l'ont fait, ou en tout cas en partie. Mais donc, c'est parti sur la partie biologie moléculaire. Donc, on a fait l'extraction d'ADN avec des méthodes différentes selon que c'était des tissus, des écouvillons anaux ou vaginaux ou des crottes. Derrière, on a fait de la PCR. Ça a l'air hyper simple, mais ça a été des mois et des mois de prise de tête. Et on remercie énormément Élodie Rousset et son équipe du laboratoire national de référence qui nous a beaucoup aidé à avancer et à faire en sorte que nos prélèvements, parce que autant quand vous faites une PCR fièvre Q chez un humain, il y a quand même un certain nombre de tests qui ont déjà été faits, un certain nombre de critères qui ont été validés. Là, on est beaucoup plus sur l'expérimental, et quand on a un truc qui revient positif avec une courbe là qui revient un petit peu positive, il faut qu'on sache si on n'a pas contaminé, si on n'a pas fait n'importe quoi. Derrière, on a fait une autre PCR plus spécifique une fois qu'on avait des prélèvements positifs pour regarder si c'était la souche spécifique guyanaise dont je vous ai parlé tout à l'heure, MST17 ou CB6075, avec sa délétion spécifique. Et on a aussi fait sur les prélèvements positifs, parce qu'il y en a eu, on a été faire de la PCR, ce qu'on appelle la PCR Cox, donc la PCR d'espèces, pour vérifier que les échantillons qu'on avait, parce que parfois, quand vous aviez un rat tout écrasé par une roue de voiture, savoir quelle espèce de rat c'était pas forcément évident, donc pour aller vérifier. On ne l'a pas fait sur tous nos échantillons, mais sur ceux qui étaient positifs. Donc voilà, donc c'est pour vous montrer un petit peu tous ceux qui ont participé. Donc groupe Chiroptère de Guyane, on a prélevé 367 échantillons de chauves-souris. Phonacox, donc c'est Edith qui était à pleine pendant quelle heure du jour et la nuit, qui prenait son petit vélo ou sa voiture et qui allait ramasser les bestioles à moitié écrasées. Et parfois, les urubus étaient déjà un petit peu passés, donc il n'y avait pas tous les organes, ou c'était un petit peu faisandé. Donc parfois, dans la base de données, il y avait « je me suis déplacé, mais finalement, je n'ai pas pris l'échantillon. Je suis rentré ». Voilà, les collections qui existaient déjà, donc Jaguar et l'IVH, l'OFB 216 échantillons, le centre de sauvegarde Onca, SON Sauvage. Ah oui, je ne vous ai pas dit le zoo. Donc c'est Edith qui allait, on y allait tous les 3 mois et on faisait toutes les cages avec les vétérinaires du zoo et on ramassait. On n'avait pas dans la cage des jaguars parce que ça, ils ne s'apprécient pas trop, mais en tout cas, on essayait de ramasser un maximum d'espèces d'échantillons. Sur l'île du Grand Connétable, pour d'autres raisons, il y avait eu plein de rats qui avaient été capturés, qu'on a récupérés aussi.
certains échantillons de la collection de François Cazeflis, qui était un mammologue extrêmement actif en Guyane, qui bossait à l'IRD de Montpellier, qui est décédé il y a quelques années. On a récupéré certains échantillons. Et voilà. Au final, on a donc eu 2154 échantillons qui ont pu être identifiés et passés en PCR. Il y en a un certain nombre qui finalement n'ont pas pu être pris. 2154, 2014 qui ont pu être passés en PCR, parmi lesquels vous avez eu 218 écouvillons, 500 fesses, 15 urines, 1300 tissus. Voilà, y compris, il y a même du lait, parce que quand on capturait les chauves-souris, parfois vous aviez des chauves-souris qui étaient allaitantes, et donc on prélevait un petit peu le lait, mais bon, ça n'a rien donné. Et donc, dans 1, 2, 3, 4, d'une quinzaine d'ordres de mammifères différents. Et bingo, pardon Didier, 34 échantillons sont revenus positifs sur notre étude, sur 7 ordres de mammifères différents, 16 espèces sur lesquelles je vais revenir juste après, réparties sur toute la zone d'étude. On avait quand même circonscrit, notamment pour les mollets d'Edith, pour pas qu'elle pédale jusqu'à Kourou pour aller chercher les échantillons, sur toute la zone. Des charges bactériennes relativement faibles, mais en discutant avec les spécialistes le l'ANSES, le LNR fièvre Q, ça se trouve à Sophia Antipolis, dans le sud de la France. Donc, il nous disait que c'était normal dans la faune sauvage d'avoir des charges bactériennes relativement faibles. Et une partie de ceux qu'on a trouvés positifs, en fait 3 en fait, pour ceux qui avaient des charges les plus élevées, on a pu confirmer que c'était la même souche MST17 qui était positive. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé positif? Ça, pour ceux qui aiment bien se balader un petit peu et qui sont en Guyane en partie pour la biodiversité. Vous avez, donc on a eu un pécari à collier, une crotte de jaguar, première description mondiale de Coxyla burnetii chez un jaguar. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, j'ai fait la littérature et il y a eu une étude où on avait trouvé de Coxyla burnetii chez des lions d'un zoo en Italie, une fois sur une panthère des neiges en Asie. Bon, donc c'est pas très fréquent chez les grands félins comme ça. 2 espèces de chauves-souris qui sont relativement fréquentes. Un Carolia perspiciata, il y en a eu une positive. Donc c'est les toutes petites chauves-souris que vous voyez voler autour des maisons la nuit. Les molosses, c'est ceux qui insupportent beaucoup les gens, c'est ceux qui viennent coloniser les toits. Vous voyez, ces 2 individus qui sont revenus positifs alors qu'on en a capturé vraiment beaucoup. Intéressant par contre, c'est qu'on a eu plusieurs opossums et notamment on a eu 4 pians positifs. Quand on se dit que la fièvre Q c'est une maladie qui est quand même très urbaine en Guyane, on se dit tiens, est-ce qu'il n'y a pas un rapport? Parce que là on se retrouve avec des pians qui sont des animaux qu'on a tous dans nos jardins. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien? Un autre marsupial qui est un filander opossum, un positif. Un paresseux à 2 doigts. J'ai pas mis les négatifs, mais on a eu quelques paresseux à 3 doigts qui étaient tous négatifs, pardon Didier. Quand même 3 espèces de singes, dont un capucin brun, 3 saïmiris et je sais plus si c'était 2 ou 3 babounes, dont certains étaient soit aux eaux, soit dans le centre de sauvegarde. Donc, vous voyez, sur des animaux captifs ou semi-captifs, possiblement positifs. Et puis surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu beaucoup de rongeurs positifs. Alors, certains, c'est un peu des histoires de chasse. Ça, finalement, c'est une erreur. Celui-là, c'était un rat noir. Mais voilà, ce qui est plutôt intéressant, c'est que vous voyez, celui qui est retrouvé le plus positif, c'était le rat noir, Ratus ratus. Pour ceux chez qui ça ne ferait pas tilt, le rat noir, c'est quand même une des bestioles qui nous a le plus transmis de maladies dans l'histoire de l'humanité. La peste à Athènes, à Madagascar, tout ça, c'est le rat noir. La leptospirose qu'on trouve un peu partout sous les tropiques, même en Guyane, le rat noir, etc. Donc c'est intéressant. On retombe sur cet animal qui est réservoir de plein de choses. Et en plus, ce qui est intéressant, si c'est ici, c'est qu'en plus, quand vous regardez cette carte... Pardon, Anissa. Je suis sûr que tu pourras faire beaucoup mieux. Mais voilà. Anissa, elle bosse sur des logiciels de cartographie. Moi, j'ai fait copie de Google Maps et j'ai mis des petites fautes, des petites icônes. Mais on a quand même des choses intéressantes, hein, des concentrations d'animaux retrouvés positifs du côté des salines, du côté de la route des plages, où on a beaucoup de cas de fièvre Q également. Donc voilà, il faudra qu'on travaille un peu cette histoire, voir si... Bon, voilà, c'est l'échantillonnage fait un peu aléatoirement par des gens qui me ramenaient, que je connaissais. Donc il y a plein de biais dans cet échantillonnage d'animaux. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt intéressant. Et sinon, je reviens à quelque chose de plus large. Donc voilà, la Guyane. Sur ce carré-là, donc vous avez beaucoup autour de Cayenne. Mais encore une fois, on a ciblé autour de Cayenne un singe qui avait été retrouvé écrasé du côté de Montsinéry. Ça, c'est des singes positifs aux eaux de Montsinéry.
et puis le jaguar du CSG dont la crotte avait été ramassée par l'OFB, sans compter un prélèvement positif de rats sur l'île du Grand Connétable. On ne sait pas très bien ce qu'il venait faire là, celui-là. Donc voilà, j'ai fini, mais globalement, voilà, j'ai remis ça. C'est pour ça ici, le professeur Raoult s'était trompé. C'était un peu la boucle qui était bouclée, et effectivement, probablement que le tort du professeur Raoult, ça a été trop dogmatique et d'être resté sur un seul résultat, en voulant pas forcément aller plus loin, alors que vous voyez là, quand on a cherché, on a trouvé des paquets d'ordres, d'espèces de mammifères positifs, dans plein d'endroits différents, dans plein de biotopes différents. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah oui, et l'autre chose que je n'ai pas détaillée, c'est qu'on a trouvé des organes extrêmement variés. Un coup, c'était la rate, un coup, c'était le foie, un coup, c'était les fesses. Donc, plein d'organes peuvent être touchés par Coxiella burnetii chez les animaux, de plein d'espèces de mammifères différents, de biotopes différents, des animaux libres, captifs, pas mal de rongeurs. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ce truc-là ? C'est pas évident. Probablement que ce qu'on peut dire, c'est que les mammifères, comme nous, ils sont confrontés à cette bactérie qui est dans l'environnement, qui est probablement attrapée. On ne sait pas si tous ces animaux-là, ils sont malades ou pas quand ils chopent la fièvre Q. On ne le sait pas, c'est pas quelque chose qui est connu. Donc, est-ce qu'ils sont juste porteurs ? Ils le remettent dans l'environnement. Aujourd'hui, en tout cas, je pense que la principale conclusion, c'est que non, le paresseux n'est pas le réservoir unique de la fièvre Q en Guyane. Et probablement que cette bactérie, elle circule énormément dans l'environnement, dans la faune. D'ailleurs, une étude qui est en train de se monter la suite, c'est très peu publié et très peu regardé dans le monde, mais on va faire la même étude que je vous ai montrée là, mais chez les oiseaux. Donc, Edith, sortez des couvillons. Ce sera sur les cloaques cette fois-ci. Voilà. Et alors, il y a quelques certitudes. Très clairement, l'épidémie du camp du tigre, c'était lié à un paresseux à 3 doigts. Parce que là, ils avaient pris un paresseux dans leurs bras. C'est probablement celui qui a été retrouvé mort. Probablement que l'épidémie, le petit cluster du Carbet-de-la-Comté, c'était lié à des crottes de cabillaï. On a passé le rotophile, ça a mis en suspension, etc. Mais ensuite, il n'y a probablement pas une espèce qui est le réservoir de la fièvre Q en Guyane, mais plein. Donc voilà, plein de remerciements aux gens de l'Institut Pasteur, l'équipe de Benoît Dutoisy d'abord, et ensuite Anne Lavergne qui est ici, et Damien Donato du LIVH, qui ont été d'une aide absolument précieuse. Ils n'étaient pas du tout dans la boucle de cette étude au départ, et maintenant ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'ils m'aident, qu'ils avancent, qu'ils font ça avec le sourire, avec mes trucs farfelus, parfois mes défauts de carréitude. Benoît Dutoisy, évidemment, c'est lui qui était là depuis le début. Tibip, et notamment avec Mona Saoud, qui a fait beaucoup de PCR. Edith, j'en ai parlé plein de fois. Celle qui avait pris la relève, qui était plus discrète, Salma, que vous voyez ici, qui est repartie depuis en métropole. Toute l'équipe de l'INSES, du LNR Fièvre Q, Elodie Rousset, Aurélie Quénon, Alizé Raptopoulou. La CTG, parce que c'est eux qui m'ont financé, il ne faut pas déconner, et FEDER. Le GPOG, ils m'ont beaucoup aidé également en nous permettant de partir avec eux sur des sessions de capture de chauves-souris. Les forces armées de Guyane qui nous ont ouvert les portes du camp du Tigre, ou qui nous ont ouvert les portes de leur base à Concorde, où on a été capturé des molosses. L'IRD et Olivier Duron notamment, qui bosse sur l'éthique, mais qui nous a aussi aidés. Bénédicte qui nous a fait l'affiche. L'OFB, je vous en ai déjà parlé. Tous ceux des réserves, la réserve naturelle du Mont-Grand-Matoury, la réserve naturelle du Connétable, le zoo, SOS Faune Sauvage, le conservatoire du littoral, ONCA avec Jean-Philippe Magnon principalement, Vincent Ruffray. Et puis tous ceux que j'ai mis en petit, c'est tous ceux qui ont trouvé un cadavre de rat puant et qui ont bien voulu mettre dans un sac et le ramener, ou bien sinon appeler Edith. Vous voyez, ils sont assez nombreux, et ceux-là, ils ont quand même bien contribué. Voilà, Antoine Adenis, que j'ai mis ici, du centre d'investigation clinique de l'hôpital de Cayenne, qui à chaque fois que j'allais le voir en disant « j'aimerais bien pouvoir avoir un peu plus d'argent pour cette étude, ou embaucher un peu plus longtemps, etc. » Il m'a toujours soutenu. Et puis voilà, surtout Benoît Dutoisy, avec qui c'est toujours drôle, bon parfois on se prend des petites couleuvres, mais de travailler. Voilà, ça c'est des captures d'écran d'un reportage auquel il a participé, et j'ai tellement ri quand j'ai regardé ce reportage. Donc, pour la petite histoire, un youtubeur qui part à la réserve des Nouragues pour aller prendre en photo le jaguar, en disant il va découvrir le jaguar à la réserve des Nouragues. Pourquoi est-ce que Benoît s'est retrouvé là-dedans ? Mais il se trouve que sur la prouague, ils ont pété le moteur. Et donc, sur la vidéo, on voit Benoît qui est sur un tronc. Et ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est le sous-titre du truc. Il se trouve qu'on a cassé le moteur, donc, puisqu'on le voit très bien parler, il se trouve qu'on a cassé le moteur. Donc, on est un peu coincé au milieu de un peu rien. Au pire, on attend 2 jours. Voilà, merci Benoît, et merci à tous. Je crois que... non, c'était ma dernière pause, j'ai fini, merci à tous.
Ben, merci Loïc pour cette présentation bien riche, complète et très accessible pour tout le monde. Enfin, moi, j'ai appris plein de choses. Je vais pouvoir briller en société, en soirée, avec plein de petits fun facts par rapport à la fièvre au cul. Rien sur Marseille, par contre, attention. Du coup, c'est le temps des questions. Donc, j'imagine que vous avez plein de questions à poser à Loïc. Donc, n'hésitez pas à lever la main. J'apporte le micro et parlez dans le micro. Comme ça, tout le monde peut vous entendre. Ok, j'arrive. Oui, merci beaucoup. C'est pour la transmission, justement. C'est une zoonose, mais est-ce que dans l'autre sens, ça se passe? Est-ce que l'homme peut être transmetteur d'homme à homme ou d'homme à animaux? Alors, d'hommes à animaux, honnêtement, t'es un peu dur. Parce que Ben, pour mettre ça en évidence, à la rigueur, peut-être qu'on pourrait étudier ça chez les herpétologues, qui sont des gens souvent infectés et qui font des bisous aux serpents. Non, blague à part. C'est une super bonne question. La transmission interhumaine, est-ce qu'elle existe? Il y a écrit partout qu'elle n'existe pas. Il se trouve que les rares cas qui sont décrits dans la littérature, c'est dans des maternités, avec une femme qui fait une fièvre Q aiguë au moment de son accouchement et qui contamine sa voisine de chambre ou qui contamine le gynécologue. C'est pas gentil ça. Mais en tout cas, il y a eu ça. Il se trouve que nous, on a eu un cas en Guyane qu'on a rapporté un petit peu, mais qu'on n'a jamais certifié. Et je vous raconte, hein, c'est une petite histoire. C'est, vous imaginez, alors c'était quoi l'histoire? C'était une dame qui vit en Guyane et son petit copain, si je dis pas de bêtises, en tout cas une connaissance, ils partent en vacances en plein hiver à New York, dans une chambre d'hôtel, et ils rejoignent le frère de la dame qui, lui, vit au Canada. On est toujours en plein hiver, donc il n'y a pas de transmission de fièvre Q dans le froid et en hiver. Il se trouve que le petit copain de la dame ou l'ami de la dame commence à avoir de la fièvre, tout ce qui fait que comme il est malade, ils se retrouvent tous coincés dans une chambre d'hôtel à New York pendant une semaine. Il rentre, on lui diagnostique une fièvre Q en Guyane. Elle, secondairement, elle fait une fièvre Q, mais bon, ça veut rien dire. Par contre, le frère de la dame qui a partagé la chambre d'hôtel pendant une semaine à New York est rentré au Canada, a fait une infection pulmonaire et de fil en aiguille, comme on avait diagnostiqué la fièvre Q en Guyane aux autres, et ben les Canadiens ont fait diagnostic de fièvre Q. Donc on pense que dans ce cas-là, il y a une transmission interhumaine par l'atout dans un espace confiné, mais c'est le seul cas à ma connaissance de transmission respiratoire interhumaine. Du coup, ça pose une deuxième question, c'est à quelle phase de l'infection, donc je pense que c'est la phase aiguë où on est le plus à risque d'être contaminé par un animal ou autre, mais est-ce que c'est ce qu'on pense ou est-ce que la phase chronique aussi peut être une phase de risque avec En fait, a priori, c'est pas un animal malade qui est contaminant ou un homme humain qui est contaminant à ces exceptions près. C'est un animal est porteur ou malade, on ne sait pas, excrète la bactérie dans l'environnement. La bactérie, elle est hyper résistante, elle peut y rester dans la poussière des semaines et des semaines. Et si on est jardinier, qu'on passe le rotophile, ou si on est dans le BTP et qu'on est sur un chantier où il y a beaucoup de poussière qui est mise en suspension, on chope on chope la fièvre Q à ce moment-là. Mais il n'y a pas de Enfin, c'est difficile probablement, à part sur ces histoires dans les fermes en hexagone ou en Europe où tu es contaminé au moment où tu accouches la vache et elle est porteuse et tu te prends ça dans la figure. Sinon, c'est pas une transmission directe de l'animal à l'homme ou de l'homme à l'homme. Merci. Oui, bonsoir Loïc. Question de bactéries. Je suis là. De façon étrange, moi, cette maladie, elle me fait penser un peu à la maladie du charbon, à savoir qu'il y a des bactéries qui vont persister dans l'environnement. Est-ce que du coup, on s'est intéressé à faire des prélèvements sur des endroits géographiques où la bactérie persisterait et donc serait très favorable pour contaminer des gens qui, effectivement, passent le rotophile? Est-ce que la terre, les choses comme ça ont été... Alors, très bonne question. La première, c'est que la comparaison au charbon est pas du tout anodine, puisqu'il y a les Américains qui ont fait des classifications des agents pathogènes potentiellement, potentiellement utilisables dans des contextes de bioterrorisme. Donc le charbon, on connaît parfaitement. Vous vous rappelez, hein, pour ceux qui en ont entendu parler, le charbon, c'est une bactérie qui, dans de la poussière, on mettait dans les enveloppes et c'était envoyé... Dans les années 2000, là, on a des histoires comme ça de gens qui ont reçu des enveloppes avec du charbon dedans. On pourrait imaginer, je ne me rappelle plus exactement leur niveau respectif de classification, mais les Coxiella burnetii s'est mis dans les agents
on peut imaginer que Ben Laden survole la Guyane en avion et pulvérise de Coxiella burnetii tout Cayenne, le drame mondial, bref, tout ça, vous avez compris. Et la deuxième question, oui, c'est super intéressant, et c'est d'ailleurs un mode d'exploration. Quant à les clusters dont je vous ai parlé au début, là, les petits cas groupés dans les fermes, etc., c'est là où intervient l'ANSES, et en fait, ils y vont, et ils vont faire des prélèvements environnementaux, ils démontrent que ils prélèvent les animaux, mais ils prélèvent aussi l'environnement autour des fermes, des animaux, etc., la poussière. D'ailleurs, ça m'a bien fait marrer parce que leur outil magique pour ça, leur arme suprême, c'est la chiffonnette. Et donc, d'ailleurs, nous, on va probablement faire des études de chiffonnette ici. Et donc, c'est vraiment, c'est un peu comme les couvillons, quoi. C'est le Saint Graal, quoi. C'est comme le hamac en Guyane, on ne peut pas s'en passer. Et donc, c'est une chiffonnette. En plus, ça paraît con, c'est comme une chiffonnette qu'on utilise pour faire la vaisselle ou pour essuyer par terre, mais c'est très, très protocolisé. Il y a 6 faces. Il faut faire à hauteur de ça. Il faut passer de telle distance, telle quantité. Ensuite, tu replies, deuxième face, etc. Donc, c'est très protocolisé. Et c'est comme ça, effectivement, que tu vas rechercher Coxiella burnetii dans l'environnement. Et donc, est-ce qu'on peut, s'il y a des études sur l'environnement, on pourra considérer qu'il y a des terrains qui seraient positifs à Coxiella de façon pérenne, puisque ça résiste. Alors, ça reste une très, très bonne question. Par exemple, une question qui titille l'état-major guyanais depuis 15 ans, 2012, depuis 12 ans. Peut-on réouvrir le camp du Tigre ? Parce que suite à l'épidémie de fièvre Q, on a fermé le camp du Tigre. C'est pour ça que tous les bâtiments sont à l'abandon, que la végétation est ressortie, etc. Et interdiction d'y retourner. C'est un endroit qui est très beau et tous les 5 ans, on a un coup de fil du médecin épidémiologique de l'armée en disant « Dites, les gars de l'infectiologie, vous pensez que peut-être on pourrait rouvrir ?» Parce que là, j'ai grosse pression du général pour réouvrir le camp du Tigre et reconstruire des maisons là-bas. Et on n'a pas de réponse. Alors, on a un projet qui, pour l'instant, à l'état juste, on y a pensé, on en a discuté autour d'une caipirinha, mais d'aller faire des prélèvements environnementaux avec nos chiffonnettes sur la colline du Tigre. Alors, c'est quand même grand, la colline du Tigre, donc où est-ce qu'on va les faire ? Et puis, si c'est positif, on en fait quoi ? Si c'est négatif, on en fait quoi ? Donc voilà, on y réfléchit. Donc pour l'instant, la chiffonnette, c'est vraiment l'exploration autour de petits clusters. Mais voilà, par exemple... je vous en ai pas parlé, mais Timothée Bonifay, qui est le collègue qui est chercheur et qui est médecin en prison, a fait une publication où il y a eu plein de cas de fièvre Q à la prison de Cayenne, chez des gens qui étaient enfermés depuis plusieurs mois, donc qui n'ont pas été titillés du paresseux ou que sais-je. Donc probablement, on ne sait absolument pas comment ils l'ont attrapé, probablement que c'est des histoires de vent, mais un des projets, ce serait d'aller faire de la chiffonnette à la prison pour voir s'il n'y a pas de la fièvre Q dans l'environnement. Bon, là, il y a moins de cas maintenant, mais à l'époque, voilà, c'est des choses qu'on réfléchit. Oui. Pardon. In vitro, la bactérie, elle résiste combien de temps dans l'environnement du coup ? C'est une bactérie qui est protégée par une colle, qui est sporulée. Elle peut résister plusieurs mois dans l'environnement, sans aucun problème. Salut Loïc. Salut Laurent. Ça va ? Merci pour ta présentation de qualité. Moi, je voulais poser la question parce que juste en dessous, il y a quand même tous les habitats informels de Tarzan, d'une part, et puis quand on réfléchit quand même, ceux qui passent souvent le rotophile, c'est nos chevaliers là, haïtiens, avec, sans vouloir les stigmatiser, mais avec leur rotophile. Bon, c'est toute une population en fait qui n'est pas forcément déclarée. Est-ce qu'il y a une idée de prévalence chez ces populations-là ? Est-ce qu'on a fait un distinguo de différentes prévalences selon les catégories de population concernées par la fièvre Q ? Voilà, Bon, c'est génial parce que j'ai viré quelques diapos sur les trucs dont je pouvais pas parler de tout et globalement là, les 3-4 questions que vous avez posées, c'est les trucs qui manquaient. Génial. Ta question, elle est hyper intéressante, elle est hyper pertinente. Si je devais caricaturer, moi je suis infectiologue et que là je fais moins maintenant, mais à l'époque où quand je faisais ma consultation de maladies infectieuses dans le couloir de l'UMIT, globalement c'est vrai que on soigne des maladies, la tuberculose, le VIH, les hépatites virales, qui sont souvent des maladies associées à la précarité et donc beaucoup aux populations migrantes. Et il se trouve que la fièvre Q en Guyane touche une population migrante d'un autre type, très très représentée dans cette salle, alors qui sont les métros, parce qu'on est tous des migrants, soyons clairs, même si... Et il se trouve qu'il y a une surreprésentation majeure des métros. Alors,
Vous savez qu'en France, on n'a pas le droit de faire de statistiques ethniques, donc quand on en parle dans nos publications, on dit personne né en Europe, mais il se trouve que les collègues africains qui bossent à l'hôpital, ils font aussi la fièvre Q, donc c'est pas vraiment question d'ethnie. Mais voilà, donc déjà, sur la première étude qu'on avait faite entre 2007 et 2014, quand on regardait les gens qui avaient fait la fièvre Q, en plus on avait pris un groupe de comparatif, donc les gens qui avaient fait une fièvre Q, il y en a 60%, c'était des métros, 30% c'était des créoles, parce que ça je ne l'ai pas publié, mais moi j'avais le droit de regarder cette donnée-là, et les 10% restants c'était toutes les ethnies de Guyane. Vous preniez le groupe de contrôle, c'est-à-dire tous les patients hospitalisés pour une infection pulmonaire mais pas fièvre Q, et vous aviez la répartition guyanaise des ethnies, des Brésiliens, des Surinamais, des Haïtiens, des métros, 10%, parce que ça y représente moins de 10%. Donc vraiment une surreprésentation. On a fait une deuxième étude donc, où on a repris tous les cas diagnostiqués en Guyane entre 2007 et 2017. Globalement, la population créole était plus représentée. Sauf que quand on comparait, il fallait un groupe témoin, et quand on comparait à la population de Guyane, globalement, finalement, c'était de nouveau les métros qui ressortaient de façon majeure, c'est-à-dire que en Guyane, les métros, ils représentent 10% de la population à peu près, alors que ceux qui font la fièvre, les métros qui faisaient la fièvre, les métros représentaient 30 à 40% de ceux qui faisaient la fièvre Q, et les créoles représentaient 40% de ceux qui faisaient la fièvre Q, mais alors que ça représentait aussi 40% à peu près de la population. Donc finalement, c'était à peu près égal. Donc oui, il y a une surreprésentation dans les cas de fièvre Q aiguë des métros. Alors, on ne sait pas à quoi c'est dû. Comme je vous l'ai dit, il y a aussi beaucoup de créoles. Donc, est-ce que c'est juste dû à des lieux de contamination? Est-ce que c'est dû à à une protection immunologique? Parce que la fièvre Q est une maladie immunisante. On ne l'a fait qu'une fois, normalement, on ne la fait pas deux. On n'a pas tellement de réponse à cette question. Beaucoup de cas sur Rémière-Montjoly, où on sait qu'il y a beaucoup de métros et beaucoup de créoles, et plutôt moins de populations défavorisées. Voilà. Sauf qu'il y a une autre étude qui a été faite quelques années plus tard, qui cette fois-ci ne s'est pas intéressé aux patients qui se présentaient à l'hôpital pour une fièvre Q, mais qui s'est intéressé aux patients, c'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, Sarah Bailly, Claude Flamand, à qui quand on faisait une prise de sang, avaient des anticorps ou pas pour la fièvre Q, qui voulait dire avaient été en contact un jour ou l'autre avec la fièvre Q. Et il se trouve, et donc ça me permet de rebondir sur ce que tu as dit, que la population qui avait un taux d'anticorps la plus élevé pour la fièvre Q, c'était les Haïtiens. Et donc, effectivement, quand on y réfléchit avec nos schémas caricaturaux-guyanais, c'est vrai que dans les espaces verts, il y a une surreprésentation de la population originaire d'Haïti. Donc, peut-être qu'on peut y voir un lien. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que nous, en consultation à l'hôpital, c'est très rarement des Haïtiens à qui on diagnostique des fièvres Q alors qu'on leur fait la même batterie d'examens qu'aux autres. Oui, bonsoir. Moi, j'aurais une petite question. Est-ce qu'il serait pertinent de faire un vaccin contre la Coxiella burnetii? Alors, il existe un vaccin qui pour l'instant, n'est disponible qu'en Australie et qui a potentiellement des effets secondaires, donc qui nécessiterait de faire une prise de sang aux gens au préalable et qui est un peu difficile d'utilisation. Donc, pour l'instant, il n'a jamais été question de l'utiliser. D'abord parce que la Guyane, c'est entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais c'est avant tout la France, du moins en termes de réglementation. Ce qui fait qu'il faudrait une initiative française pour qu'on puisse avoir le vaccin en Guyane. Et que, voilà, toutes ces données que je vous présente sur la fièvre Q en Guyane, on les a vraiment caractérisées et publiées relativement récemment. Donc c'est vrai qu'on n'a pas été jusqu'à la réflexion de faudrait-il vacciner les Guyanais contre la fièvre Q ou faudrait-il, on sait que les campagnes de vaccination on l'a vu avec le Covid, ça doit être mené de façon un peu intelligente, sinon il y a des blocus. Alors maintenant, est-ce que, je ne sais pas si on caricaturait, est-ce que toute personne non guyanaise qui vient s'installer en Guyane, on doit lui proposer un vaccin? Bon, la question ne se pose pas pour l'instant, parce que de toute façon, il n'est pas disponible en France et en Europe. Merci. C'est pour les droits d'auteur sur la photo, les droits à l'image sur la photo avec le baboune. C'est ça, voilà. Non, c'était pour savoir si on avait une idée de pourquoi la souche de Coxiella en Guyane était unique et que en Guyane, alors que finalement les animaux qui sont porteurs sont répartis sur plus que le territoire guyanais. Eh ben, c'est rigolo. C'était la diapositive que j'ai enlevée au dernier moment. Ça, c'est une des publications qu'on avait faites pour laquelle on n'a absolument pas de réponse. L'hyperendémicité de la fièvre Q en Guyane, aujourd'hui, c'est quoi comme phénomène à l'échelle du continent? Est-ce que c'est juste le sommet de l'iceberg? Vous savez qu'en Guyane,
qu'on râle ou pas, mais on a des moyens en termes de santé, des moyens en termes de recherche scientifique qui sont parmi les plus élevés du continent pour un tout petit territoire. Et ce qui fait que nous, on passe notre temps à diagnostiquer, à rechercher des maladies que jamais on s'imaginerait diagnostiquer ou rechercher au Suriname, au Guyana, où il y a des ressources allouées à la recherche et à la santé qui sont extrêmement faibles, et même dans d'autres pays. Donc est-ce qu'en fait, nous, comme on cherche la fièvre Q, on la trouve et qu'ailleurs elle n'est pas cherchée, donc elle n'est pas trouvée. Et donc est-ce qu'on serait le sommet de l'iceberg, révélant en fait une surexpression de la fièvre Q sur tout le continent? Ou à l'inverse, et ça c'est l'hypothèse de Didier Raoult, qu'il a déjà écrit dans ses papiers, il y a une exception épidémiologique en Guyane, qui ferait que nous, on a cette fièvre Q et qu'elle n'y est pas ailleurs. Ce qui est difficile à croire, c'est si on prend le paresseux, il est dans toute l'Amazonie. Le cabiai, j'avais découvert à l'occasion d'un séjour en Colombie que le cabiai, c'est le plat de... En Colombie, c'est le plat de Noël. Comme nous, c'est la dinde, ou le jambon de Noël en Guyane. En Colombie, c'est le plat de Noël. Donc, évidemment que ces animaux, ils sont partout. Donc, pas de réponse. MST17, elle a été retrouvée un petit peu tout au nord du Brésil. Les Brésiliens, ils commencent à faire la recherche sur la fièvre Q, mais ailleurs, c'est très peu recherché, donc c'est pas. Merci. Oui, merci pour toutes ces informations données. Alors, moi, j'ai plein de questions. Par exemple, l'une d'elles, est-ce qu'il y a une saisonnalité pour attraper la fièvre Q en Guyane? Sachant que je ne suis pas métropolitain, je suis autochtone, hein, donc ça va. Ça, c'est une chose. La deuxième, pourquoi, quand on connaît les flux entre la France et la Guyane depuis de nombreuses années, et en particulier chez la population militarisée, pourquoi la forme guyanaise ne s'installe-t-elle pas en métropole? On peut être affecté en Guyane, prendre l'avion 8 heures après, être en métropole. Voilà. Je vais oublier, je peux répondre déjà ou pas? Oui. Oublie au fur et à mesure. Oui, oui. Ouais, j'ai déjà oublié la première. Ah oui, la saisonnalité. Oui, saison sèche, saison des pluies, est-ce que... Complètement, saison sèche. Parce qu'en fait, elle est dans la poussière. Et donc, en fait, les sols sont lavés et elle est clouée au sol pendant la saison des pluies. Donc, contrairement à d'autres maladies, comme par exemple, peut-être on parlait des leptospiroses, qui, elle, prolifèrent dans l'eau, et c'est à la saison des pluies qu'on l'attrape, la fièvre Q, c'est surtout à la saison sèche. Pour la deuxième question, en fait, il n'y a pas de transmission interhumaine. Donc, si on suppose, ou très peu, fait que si on suppose que le réservoir, c'est la faune sauvage... Vous avez à New York? Oui, mais c'était très anecdotique. C'est le seul cas décrit au monde. Dans les dizaines de millions de publications qui existent, et donc les dizaines de milliers sur la fièvre Q, personne n'a jamais rapporté ça. Donc ça, c'est un cas exceptionnel. Mais sinon, c'est une zoonose, ça vient de l'environnement et des animaux. Et comme les animaux en Europe sont porteurs d'autres souches que celles-là, et comme il y a peu d'animaux d'Amazonie, ou en tout cas de Guyane, qui sont en Europe, sauf braconnage, etc., mais ça reste anecdotique aussi. Il n'est pas exclu qu'un jour, il y ait un type qui est braconné des espèces de mammifères ici, qui les a ramenés dans un zoo ou je sais pas quoi, et que quelqu'un soit contaminé, mais ce sera une ou deux personnes. Merci. Et vous avez parlé aussi qu'il y avait beaucoup de cas à cacao. Ouais. Vous avez une idée pourquoi? Non. Si ce n'est que moi j'ai eu une fois un jeune de cacao que j'avais pris en charge pour une fièvre Q. Il y aurait toutes les raisons de penser qu'il peut y avoir la fièvre à cacao. Il y a beaucoup d'agriculteurs à cacao. Il y a du bétail, il y a de la volaille. Il se trouve que probablement qu'il y a aussi de la fièvre Q qui circule dans la volaille. Donc il y a toutes les raisons de penser que ça puisse circuler à cacao. Maintenant, on n'a jamais fait d'études à aller rechercher. Moi, j'ai juste ce jeune-là que j'avais pris en charge pour une fièvre Q. Il me racontait que dans les semaines avant, il avait beaucoup travaillé sur un tas, pas vraiment de fumier, mais en tout cas où il y a eu de la paille, des déjections d'animaux, etc. Et je lui avais demandé de me rapporter des échantillons. Il m'avait ramené un petit tas comme ça de fumier que j'avais envoyé à l'époque à l'équipe de Raoult et c'était revenu négatif. Mais je ne sais pas quelle technique ils ont utilisée ni quoi que ce soit. Mais c'est pas complètement absurde de se dire qu'à cacao, vu toute l'agriculture qu'il y a, il y ait de la fièvre Q. Ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on en voit aussi peu alors qu'il y a un centre de santé, on sait qu'il y a beaucoup de monde à cacao et que quand ils sont malades, ils vont pas moins consulter que les autres au centre de santé. Donc, est-ce que c'est moins recherché? Je sais pas. Merci. Il n'y a plus de questions? Aïe. Merci Loïc pour ta présentation. En fait, j'ai toujours des questions après des années à prendre en charge des patients en tant qu'interne.
avec la fièvre Q. On me rend compte qu'on ne sait toujours pas la moitié. Il y a deux trucs qui m'ont perturbé, c'est notamment le portage vaginal, l'appareil génital de plein de mammifères. On l'a jamais recherché en Guyane, on n'a jamais fait de dépistage en gynécologie, en obstétrique, si? Et si oui, qu'est-ce que ça a donné? Et est-ce qu'on a eu l'idée de faire un lien entre prématurité ou complications materno-fétales? C'est dingue, vous avez réussi à aller poser toutes les questions qui étaient les trucs qui étaient génial, bravo. C'est hyper intéressant ce que tu dis. D'une part, j'en ai pas du tout parlé parce qu'on est entré dans la médecine un peu spécialisée, mais la fièvre Q est considérée comme un des agents pathogènes toxiques pour le fœtus. Alors j'en ai pas parlé plus que ça, mais il a été démontré, alors c'est un peu polémique parce que là aussi c'est l'équipe de l'IHU de Marseille et quand on reprend toutes les études, on s'aperçoit que c'est un peu compliqué, mais il a plus ou moins été démontré que avoir la fièvre Q, attraper une fièvre Q pendant la grossesse était source de malformations fétales, de mort fétale in utero, de petits poids de naissance, de menaces d'accouchement prématuré, etc. Donc il y a clairement un lien. Et aujourd'hui, se dire qu'on est un des territoires au monde avec la plus grosse endémie de fièvre Q et on est le deuxième territoire de France en termes de naissance, on devrait en savoir plus et on ne sait rien. Il y a le docteur Rachtini à Saint-Laurent qui a montré que dans ses causes de fièvre, il avait un certain nombre de patientes qui avaient fait des fièvres Q. Il y aurait des choses à faire, notamment sur les fausses couches ou les morts fétales in utero. Il faudrait aller rechercher spécifiquement, enfin parmi d'autres pathogènes, il faudrait chercher s'il n'y a pas la fièvre Q, mais ça n'a pratiquement jamais été fait. Ou Rachtini l'a fait un petit peu, mais on ne sait pas trop. Et pour revenir sur cacao, est-ce que parmi les rares cas de patients pris en charge venant de cacao, est-ce qu'on a identifié une fois la souche? Et si oui, est-ce qu'on a retrouvé encore la même souche? Ou est-ce qu'en fait, si ça se trouve, on n'a juste pas la même souche à cacao et qu'on n'a juste jamais identifié? En fait, comme tu sais, on n'identifie jamais la souche. Les rare, rares fois où on l'a eu, c'était sur la recherche. Mais sinon, alors maintenant, ça fait 2 ans qu'au laboratoire de l'hôpital, il y a une PCR qui est utilisée et qu'on utilise en routine. Je ne sais pas du tout si derrière, les prélèvements positifs sont utilisés pour essayer d'aller un peu plus loin sur le typage de la souche. Ça, j'ai pas trop l'info. Mais en fait, en pratique, c'est que de la recherche, en cadre de recherche qu'on a le typage de la souche. Sinon, on l'a jamais en pratique clinique pour les patients. Le diagnostic, il est quand même fait quasiment tout le temps par sérologie. Merci. Mais en tout cas, on n'a jamais trouvé une autre souche que MST17 en Guyane, que ce soit chez les animaux, chez les humains. Bonsoir. Quand vous avez dit qu'en fait la prévalence était plus importante chez les personnes nées en France, on va dire, enfin les Européens, j'avais assisté, il me semble, à une conférence sur la maladie de Lyme, et il me semble que c'est Lyme, hein, et il avait été a priori démontré qu'il y avait un lien avec le groupe sanguin. Le groupe sanguin en fait des personnes originaires d'Afrique était plus du B ou je ne sais quoi, enfin, et que en fait les personnes atteintes de la maladie de Lyme étaient plutôt centrées sur un certain type de... Alors, si c'est le topo que j'avais fait ici, c'était l'alpha-gal. Ah, l'alpha-gal. Donc, c'est effectivement voilà, une maladie oui. transmise par les tiques oui. et pas la Oui, maladie de Lyme. Ben, voilà, Oui, a priori, pour la fièvre Q, on n'a pas le lien connu. Comme je vous disais, le contre-exemple que je donne, c'est qu'on a plusieurs collègues africains de l'hôpital qui ont fait des fièvres Q. Donc, je pense que ce n'est pas tellement une question de génétique ou de couleur de peau ou quoi que ce soit, mais plutôt d'endroit où on est né. Et probablement qu'il y a une... Il est probable que quand on est né en Guyane, on a été relativement tôt en contact avec cette bactérie, qu'une fois qu'on est en contact, on est protégé. C'est pour ça qu'il y a moins... Mais bon, c'est pas clair. C'est pas clair. Pourquoi est-ce qu'on en a très peu chez des Brésiliens ou chez des Haïtiens qui sont pas... Pour l'instant, c'est pas clair. Mais en tout cas, pas de lien connu pour l'instant, mais il faudrait y réfléchir avec le groupe sanguin. Mais je suis pas sûr que quelqu'un ait déjà regardé. Oui, Loïc, encore moi. Dans la pratique de médecine générale, qui est la mienne, on a souvent des patients avec des pneumopathies et on aurait parfois tendance à les mettre sous doxycycline de façon empirique, en attendant la confirmation diagnostique, parce que quand on a des tableaux fébriles de pneumopathie sévère, on n'a que le choix, mais
Et voilà, moi, ça m'est déjà arrivé de mettre de la doxy et de ne pas me tromper. Mais quels sont les recours officiels parce que le diagnostic de Coxiella burnetii, en fait, les prélèvements, ils se font où? Enfin, je veux dire, l'analyse, elle se fait où? Elle se fait à Cayenne ou ça part en métropole au CNR pour analyse et pour confirmation? Alors, premièrement, le fait, surtout quand on est médecin à Cayenne, Rémy ou Matoury, de systématiquement traiter en plus d'une bêta-lactamine, genre amoxicilline, par de la doxycycline, une pneumopathie aiguë, c'est dans aucune recommandation, mais c'est parfaitement légitime. C'est parfaitement légitime parce que c'est 38 à 40%, enfin 25 à 40% de nos pneumopathies hospitalisées. Donc, même si c'est pas tout à fait la même population, là on parle d'hospitalisés, donc probablement un peu plus sévères que ceux qui sont en ville, mais avant d'être à l'hôpital, elles sont passées par la ville. Donc, parfaitement légitime. Et ensuite, toute la difficulté de la fièvre Q, c'est que le diagnostic qui se fait sur la sérologie et que le test à la recherche des anticorps de la fièvre Q, il est négatif au moment où on voit les patients. Il ne se positif qu'au 7e jour. Donc, il faut avoir des patients qui acceptent de se faire reprélever. Alors, s'ils ne vont pas bien, ça peut le faire facilement, mais s'ils vont mieux, qu'ils acceptent de se faire reprélever entre le 7e et le 10e jour après le début de la fièvre, même quand ils vont mieux. Et c'est là où, en recherchant les anticorps, si on les trouve, là, on se rassure. Mais en fait, nous, en pratique, à l'hôpital, dès qu'on voit le patient, on fait le recherche d'anticorps pour la fièvre Q, non pas pour le diagnostic, mais pour avoir une base, parce que si on a 15% de la population qui est positif, et ben si on les trouve positifs 15 jours plus tard, est-ce que ça veut dire qu'il l'était déjà, ou est-ce que c'est nouveau? Donc on a une sérologie de référence au tout début, et ensuite on refait une sérologie à J7, J10, J15 pour voir si les anticorps sont apparus. Mais on passe à côté de diagnostic, parce qu'il y a plein de patients, et en particulier en ville, où tu as vu un patient avec une infection pulmonaire, tu lui as mis des antibiotiques, il va mieux, il ne revient pas te voir. Donc il ne reviendra pas faire une prise de sang. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on se demande, on n'a pratiquement aucun cas chez les enfants de fièvre Q. Est-ce parce que les enfants ne font pas de fièvre Q pour une raison X ou Y, ou est-ce que c'est juste parce que jamais personne s'amuse à refaire une prise de sang à des enfants qu'on a traités pour une infection pulmonaire au 10e jour quand ils vont bien, et que les enfants, encore moins que les adultes, ont envie de leur faire une prise de sang? Alors juste, ça sera la dernière question, parce qu'après, on va devoir arrêter la conférence, malheureusement. Parce qu'après, on va devoir picoler. Oui, vous parlez de sérologie, mais il n'y a pas encore de tests PCR qui peuvent être mis en systématique pour le diagnostic. Si. Et d'ailleurs, c'est fait, ça a été mis en place par le professeur Demar à l'hôpital de Cayenne. Je n'ai pas l'antécédent, je dirais depuis 2 ans à peu près. Et ça nous est utile. Mais en pratique, on n'est pas complètement sûr de qu'est-ce que ça vaut exactement. Globalement, quand c'est positif, on est content. C'est une fièvre Q, ça, il n'y a pas de doute. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une valeur prédictive positive qui est très élevée. Mais quand chez quelqu'un qui a une infection pulmonaire, on lui fait une PCR, elle est négative, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de fièvre Q? Ou est-ce que ça veut dire qu'on l'a faite trop tôt parce qu'on l'a faite avant J3 des fièvres, ou on l'a faite trop tard après J5? Ça, on ne sait pas. C'est clairement un outil qui est hyper intéressant, mais qu'il faudrait plus creuser et étudier pour savoir ce qu'il vaut, sachant qu'il n'est pas tellement utilisé ailleurs. Je n'ai probablement pas assez insisté sur le fait que c'est une maladie qui est très rare ailleurs. C'est pour ça qu'en fait, on n'a pas beaucoup d'outils pour la diagnostiquer, parce que c'est pas très problématique ailleurs dans le monde. En fait. Et le test PCR, il serait plus conseillé de le faire à partir de quel moment? Très tôt. Très tôt. Plus on le fait tôt, plus il est positif. Mais ça, c'est vrai pour plein de maladies. C'est comme pour la dengue, le chikungunya. La PCR, elle est positive tôt. Alors pour les virus comme le dengue ou le chikungunya, elle est positive dans les 4-5 premiers jours après le début des signes. On sait que pour la leptospirose, qui est une autre maladie bactérienne qui pourrait être un peu comparée à la fièvre Q, elle peut être positive jusqu'au 8e, 10e jour. Et pour la fièvre Q, on n'en sait rien. D'accord. Mais il faudrait clairement le faire le plus tôt possible. Merci beaucoup pour la présentation, pour toutes ces questions. J'imagine que vous en avez d'autres, peut-être encore, mais désolé, on doit couper parce qu'après, il y en a qui vont danser ici. Si vous voulez rester danser, vous pouvez. Merci encore à Loïc, pour ta présentation qui était très, très intéressante. Et là, le mois prochain, on parlera de mode, donc avec Elodie Alexander qui va nous parler de la French Design Week. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux pour avoir la date. Voilà.
Bonne soirée à vous.